toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, Isabelle Dodin-Garcia-Piqueras, je me présente pour commencer puisque je vais être une co-animatrice ce soir pour une soirée qui, vous le voyez, rassemble beaucoup d'acteurs et d'actrices à la fois sur le double champ de l'ESS et du libre. Donc, je suis maître de conférence en gestion, donc membre de la chaire ESS. Et je co-animerai ce soir ce temps avec Jean-Luc qui va se présenter dans un moment. J'ouvre donc cette soirée en remerciant bien sûr nos partenaires de ce soir, la Métropole qui nous accueille bien sûr dans ses locaux, qui est partenaire de la chaire. Mais c'est une soirée qui est co-conçue, co-organisée avec Framasoft. Angie est représentante de l'asso ce soir, que nous présenterons dans quelques instants. Et nous remercions vraiment cette fructueuse collaboration sur un thème voilà, qu'on défriche peu et qui nous tenait à cœur, à vous et à nous, de mettre à l'honneur dans le cadre des mardis de l'ESS. Donc, 3e mardi sur 4, c'est notre avant-dernier rendez-vous déjà. Qui, pour le coup, va finalement aller un petit peu sur les terrains de thèmes qu'on a abordés juste précédemment. On va toucher un petit peu à l'auto-organisation, à l'autogestion aussi, mais aussi on va parler des coopératives, qui est un acteur clé du champ qui nous intéresse ce soir. Donc pour une soirée qui cherche en fait à faire se croiser l'ESS et le libre, de voir bien sûr ce qu'ils peuvent s'apprendre, en quoi les synergies aujourd'hui sont actives, sur quoi on peut finalement jouer aussi pour l'avenir à la fois du libre et de l'ESS. On y reviendra donc dans quelques minutes et donc je cède la parole à Jean-Luc pour la suite de l'ouverture. Oui, donc Jean-Luc Chotania, moi je suis co-responsable de la chaire ESS de l'Université de Lyon 2, également professionnel associé à l'université donc pour contribuer aux enseignements de master ESS. Et donc on est ravis de vous accueillir ce soir. On espère que cette soirée sera fructueuse et qu'elle pourra vous inspirer. Je vais donc présenter toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cette présentation. Donc Vincent Mabillot, qui est enseignant, chercheur également à l'Université Lumière Lyon 2. Cyprien Lefebvre, qui est donc responsable d'association, il nous en parlera, Terre d'Ancrage, qui pourra donc détailler un petit peu son expérience dans ce domaine. Angie Gaudion, qui est de Framasoft, donc l'action Framasoft. Quentin Dupont du GRAP, donc de la SIG GRAP, qui est informaticien. Il nous parlera de son expérience avec Sandy Favre, qui est également du GRAP, et qui va partager un petit peu tout ce qui s'est passé dans la dégooglilisation du GRAP. Et également donc Stéphane Chertu, qui est de la Scope Web Alternatif de Grenoble, et qui nous a rejoint ce soir pour parler de son expérience de développement collaboratif, d'un outil qui va détailler plus tard. Donc, bien sûr, tous nos intervenants auront la possibilité de se présenter en détail par la suite. Donc, ça va se faire tout au long de la soirée. Chacun va pouvoir contribuer et on aura un temps à la fin d'échange de questions sur le sujet. Mais je vais donc passer maintenant la parole à Emeline, du coup, qui nous accueille, donc, qui est vice-présidente de l'économie du Grand Lyon et qui va pouvoir introduire la soirée. Merci. Bonsoir à chacune et chacun. Merci d'être venu jusque dans ce bâtiment de la métropole de Lyon. Vous dire qu'en plus d'être en charge de l'économie, et donc dans l'économie, il y a toute la diversité des modèles économiques, je suis aussi en charge du numérique. Je le dis souvent comme ça, quand Bruno Bernard, le président de la métropole, il m'a proposé la délégation numérique. Il ne me l'a pas proposé, en fait, il a dit, les gens qui me connaissent dans la vraie vie le savent, je déteste en fait le numérique, c'est pas du tout mon truc. Et du coup, il voulait mettre une élue écologiste qui allait pas se faire happer par les trucs innovants, bling bling, machin. On avait un cap politique à tenir, je vais vous dire tout de suite ce qu'on a fait. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai récupéré la délégation numérique qui consiste en gros, le sujet du numérique à la métropole, quand on a cette délégation, il y a un gros sujet interne qui concerne le libre, qui est l'ESI et l'ensemble de l'environnement numérique du travail des agents et agentes, en ayant en tête qu'il y a à peu près 9600 agents, donc ce n'est pas une petite organisation. Et donc il y a une grosse facture vers un certain opérateur économique qui a le monopole sur le marché, dont le nom commence par un M. Et voilà, il y a ça. Et il y a aussi un autre aspect extrêmement important
qui est, on est un département, donc on porte une politique publique de lutte contre la fracture numérique et pour l'inclusion numérique. Ça passe, Cyprien le savait dans son ancienne vie, ça passe entre autres pas que par de l'accès à du matériel, mais pas que. Voilà, et la question des usages du numérique. Et enfin, dernier sujet, on est un territoire responsable dirigé par... j'allais dire un collectif, un exécutif, excusez-moi, de gauche et écologiste qui forcément a une trajectoire de décarbonation et donc des sujets de sobriété numérique et d'économie circulaire. Pouf, ça c'est fini. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas fait ou pas assez fait ou pas assez rapidement dans les chantiers qu'on a ouverts qui politiquement sont faciles à poser et en acte pas très évident. En plus, il y a des fonctionnaires dans la salle, enfin en tout cas des agents du service public. Je l'ai dit un peu spontanément, c'est l'espace numérique de travail. Donc en 2021, on a voté un texte qui dit, bah voilà, nous on va pas à pas passer au libre pour plein de raisons. Voilà, entre autres parce qu'on se sent pieds et mains liés à un opérateur et que c'est pas efficace économiquement, c'est pas efficace en termes d'usage. Et donc on a fait le choix de travailler en collectif avec une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle... enfin en tout cas, on a fait le choix de ne pas cheminer tout seul. Donc on chemine avec... les collègues de la ville de Lyon, donc mon collègue Bertrand Mas en charge du numérique et son DSI, mais aussi et surtout par la facilitation, Vincent il doit les connaître, du CITIV, qui est un syndicat mixte qui ne porte que des actions autour du numérique pour faire très simple. Voilà. Sa raison d'être, c'est d'accompagner les collectivités, quelles qu'elles soient, dans leur mutualisation et je sais pas, leur acquisition, enfin en tout cas la conception de solutions numériques. Et donc, on a passé, je fais un gros trait, mais donc on a mis en place, c'est important que vous le sachiez, parce que peut-être il y a des étudiantes et étudiants qui vont travailler ce type d'objet-là. On a mis en place ce qu'on appelle une entente territoriale, donc ça existe juridiquement, je vais vous faire progresser. L'entente territoriale, c'est en gros, on tombe d'accord, on passe un contrat sur des budgets de fonctionnement et des budgets d'investissement entre 3 parties prenantes publiques. Et ça a été délibéré et on est les seuls en France à faire ça. Et donc nos juristes se sont bien arrachés les cheveux parce que c'est pour ça que je l'ai dit, c'est très simple politiquement de dire nous on veut passer au libre. C'est tout autre chose de mettre en place les organisations. Je veux dire, on a des porteurs de solutions, voilà. On a des dynamiques, des collectifs de sachants, mais de se dire comment on fait pour avec nos DSI cheminer, il y a le sujet usage, mais il y a le sujet trouver, en fait, co-construire les solutions, c'est pas si simple. Donc, on a créé cette entente-là. Ça, je voulais vous le partager. Donc, c'est à l'œuvre. Et si vous le souhaitez, bah, je sais pas, je pourrais vous l'envoyer, mais en gros, on commence par la messagerie des agents et agentes, ce qui fait bien peur à certaines catégories de personnes, en particulier les assistants, assistantes pour des questions d'âge, on a partagé. Voilà. Et on y va pas à pas. Il y a déjà une centaine d'agents qui testent des choses et bien sûr, c'est les équipes du numérique. Je voulais insister sur autre chose qui est la question des données territoriales. On a la chance d'avoir sur un territoire une association qui s'appelle Tuba, que vous connaissez peut-être, qui a des locaux juste à côté du Citral, juste à côté de la gare là-bas. Tuba a, entre autres, pour vocation, en tout cas nous, on œuvre avec cette organisation pour créer des communs territoriaux, partant du principe qu'on a des acteurs qui ont des données qui, s'ils les partageaient, plus c'est mieux, je vais le dire comme ça, permettrait d'aller un peu plus vite sur l'adaptation des politiques publiques, entre autres, par exemple, pour tenir des dynamiques de décarbonation, mais pas que. Donc, vous devez peut-être suivre, je vous invite à suivre Tuba au moins sur LinkedIn, pour avoir en tête un peu ce qui travaille, les objets qui travaillent, et que vous puissiez aussi soutenir cette dynamique-là. Je le dis et je termine là-dessus, parce que c'est très révélateur. Il y a quelques années, c'était la mode de la Smart City. Moi, j'étais contre idéologiquement, mais voilà, c'était la mode. Et Tuba a été créé à ce moment-là, en gros. On a fait pivoter le projet associatif de Tuba, parce que la métropole en est bien partie prenante. Et force est de constater qu'il y a des habitantes et habitants qui sont complètement derrière la dynamique de Tuba. Il y a des personnes engagées dans des organisations, y compris dans des grands comptes et des entreprises privées, mais ça rencontre moins l'adhésion quand même de la sphère économique.
Un peu comme si, en tout cas moi j'attends ça de la conférence, enfin de vos interventions, je vous mets la pression, mais un peu comme si cette question de créer des communs territoriaux, c'était pas si évident que ça. Ça fait pas super sens quand même là tout de suite, alors que pourtant l'IGN est à fond derrière, le CEREMA, enfin voilà. Mais voilà, donc voilà, c'était pour vous mettre la pression. Et du coup, je vous remercie d'avoir choisi ce thème-là, qui, vous l'avez compris, à part sur les sujets de sobriété et d'économie circulaire, n'est pas forcément mon sujet de confort, mais vous l'avez compris aussi, je tiens le cap de la ligne politique du mouvement auquel j'ai adhéré il y a 20 ans. Mais je suis capable de dire que ce n'est pas si simple que ça, le passage au libre. Voilà, merci. Et je vais aller écouter là-bas. Merci. Merci Emeline. En guise d'ouverture, je voudrais juste rappeler 2 mots à propos effectivement du choix du thème. Ce choix de thème nous a été à l'origine suggéré par Framasoft et puis ensuite a fait l'objet en fait d'une consultation auprès des membres de la chaire, parce que ce n'était pas le seul sujet qu'on voulait traiter dans les quelques mardis qu'on a cette année. Et il a finalement emporté une large adhésion, ce qui suscitait beaucoup d'intérêt en fait, des différents membres qui étaient réunis à cette occasion. Juste pour préciser effectivement que chaque année, les thèmes, ce n'est pas nous qui les instruisons, c'est aussi les membres de la chaire, c'est un collectif qui permet d'organiser un programme qui est co-conçu avec les acteurs de l'ESS. Et juste préciser aussi que cette conférence a été organisée à 3, Jean-Luc, moi, mais aussi Fanny, qu'on remercie, qui est coordinatrice de la chaire, également ingénieure pédagogique au sein de nos formations, et qui a porté le projet jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, et on l'en remercie une nouvelle fois. Peut-être pour maintenant passer la parole à Angie, et puis peut-être rappeler un petit peu le contexte et les envies de Framasoft d'être à nos côtés ce soir. Oui, peut-être expliciter ce qu'est Framasoft au cas où parmi vous, il y en a qui n'aient jamais entendu parler de cette association, ce qui serait tout à fait possible. Hein. Voilà, on n'a pas atteint encore 68 millions de personnes en France, donc voilà, on n'est qu'à 2. Voilà, c'est déjà pas mal, mais globalement, voilà, on considère qu'on sert à 2 millions de personnes, donc ce qui fait que sûrement parmi vous, il y en a qui ne nous connaissent pas. Donc Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et aux communs culturels, qui existe depuis maintenant 20 ans, en fait les 20 ans là, en 2024, et qui, dans ces différentes activités, parce qu'on fait beaucoup de choses très différentes, mais globalement est plutôt connu pour un programme qu'on a chez nous qui s'appelle Dégooglisons Internet, dont l'objectif est de permettre aux internautes qui souhaitent s'émanciper des services des géants du web de trouver des services alternatifs en ligne pour migrer leurs pratiques, tout simplement. On est aujourd'hui à 25 services en ligne, donc bien sûr on ne remplace pas tous les services existants et de toute façon on n'a pas forcément vocation à être la solution miracle pour tous les services, puisque tous ces services qu'on propose, ils sont effectivement basés sur du logiciel libre. Et le principe du logiciel libre, Vincent, on va y revenir, j'imagine, c'est le fait que du coup, tout le monde peut aussi en proposer. Et donc, notre objectif, ce n'est pas de devenir le Google du libre français, mais au contraire, de faire émerger plein d'autres structures qui vont, elles aussi, prendre ces objets et ces services du libre et en faire bénéficier des citoyennes et des citoyens. Voilà un peu pour la présentation. Et la raison pour laquelle, en fait, au moment de l'appel de la chaire, je me suis dit « Ouh, tiens, moi j'ai un sujet à proposer », c'est que très clairement, depuis 3-4 ans chez Frama, on fait le constat qu'il y a une évidence en termes de valeur entre l'ESS, donc voilà, tous les acteurs de l'ESS, je pense qu'on a vraiment un certain nombre de valeurs partagées très fortes, et le fait qu'on constatait que tous ces acteurs continuaient à utiliser des outils numériques qui étaient complètement à l'inverse de leurs valeurs, c'est-à-dire très privateurs de liberté, des outils portés par des multinationales qui ont du coup comme seul objectif du profit. Voilà, exactement, la récupération de données. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tout l'argument sur la toxicité des géants du web, mais en tout cas, pour nous, il y avait vraiment un truc. Enfin, en fait, ça ne nous étonne pas trop qu'une entreprise du CAC 40, en fait, elle utilise du Microsoft et du Google. Ça nous semble assez cohérent. Voilà, et qu'elle roule en SUV. Vous voyez, du coup, ça fait le pack complet, quoi. Par contre, que du coup, les sociétés coopératives et les associations
voilà, continuent à utiliser ces outils, ça nous a beaucoup interrogés. Alors après, on a plein de réponses, hein, on sait pourquoi c'est le cas. Voilà. Mais on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on fasse quelque chose pour que ça change. Et l'idée aussi de ce temps-là ce soir, c'est du coup de montrer que ça existe. Il y a quand même beaucoup de structures de l'ESS qui ont migré vers des outils plus émancipateurs, mais que aussi il y a encore énormément de structures du coup qu'il va falloir accompagner pour que ça arrive. Merci Angie. Donc le cadre est posé, mais on va peut-être prendre un tout petit peu de hauteur grâce à Vincent pour nous apporter un éclairage. Peut-être que dans la salle, voilà, tout le monde n'est pas tout à fait au clair sur ce que c'est que l'ULIB, sur son histoire aussi, sur ses évolutions et peut-être voilà, certains paradoxes, certaines ambiguïtés. Je dirais que comme dans toute pratique sociale, voilà, on interprète peut-être aussi des valeurs de manière peut-être différente. S'il va nous raconter tout ça. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai l'habitude de digresser énormément, donc j'ai pris un autre risque. Plutôt que de parler librement, je me suis contraint à avoir noté beaucoup de choses et d'avoir quasiment écrit tout ce que je voulais raconter. Donc j'essaierai justement du coup de rester dans les clous. Si je dois me présenter, je suis maître de conférence à l'Université Lyon 2, où je suis responsable d'une formation qui est une licence professionnelle, qui est la licence Colibre. C'est une licence métier de la communication, chef de projet, où on forme donc des personnes qui vont accompagner des projets en communication. Et tout au long de leur formation, ils ne vont utiliser que des logiciels libres chaque fois qu'ils auront besoin d'utiliser du logiciel, histoire à la fois de découvrir de nouveaux outils, mais aussi d'avoir une réflexion sur la pratique qu'on va avoir en communication et sur le choix des outils. Donc voilà, j'ai un petit peu la charge de restituer l'émergence du libre, et derrière les termes de numérique libre, il y a ce qu'on pourrait mettre derrière les technologies du libre. Et ici, on parlera des technologies un petit peu au sens large, mais avec cette idée que c'est à la fois des technologies matérielles et logicielles qui vont aussi servir à faire des productions numériques. Et l'idée, c'est de savoir d'où ces technologies libres sont sorties et en quoi, effectivement, elles peuvent avoir des valeurs, peut-être qu'on identifiera, qui se rapprochent de tout ça. Donc, quelle convergence entre numérique libre et ESS, en sachant que quand moi je dis numérique libre, il faudrait l'entendre au pluriel, parce qu'à mon sens, il y a plusieurs formes de numérique. Une diversité qui est immanquablement un des moteurs du libre. Alors, je n'ai pas forcément employé jusqu'à maintenant le terme de commun numérique, parce que d'une certaine manière, les communs numériques feraient partie, à mon sens, au départ, du numérique libre. Et puis que le numérique libre, des fois, les côtoie, mais qu'il y a des dimensions qui ne se couvrent pas. Et on verra justement que dans le numérique libre, il y a cette notion de liberté qui fait que les gens qui sont autour du numérique libre vont être à différents endroits de l'échiquier social, politique, et se l'approprier de façon différente et parfois paradoxale. Au départ, j'avais un petit peu envie de partir de ma petite histoire de moi et le numérique, et puis sur cette idée que quand j'étais petit, le numérique commençait à apparaître dans les années 70, mais ce n'était pas forcément ma tasse de thé. Et moi, je me suis intéressé véritablement au numérique à partir du moment où j'ai commencé à faire mes études à l'université. Et aussi parce que dans mes groupes de musique, j'en avais plein le dos de travailler avec des musiciens et avec des humains, et que c'était trop de salade, c'était trop de trucs compliqués, et que ça devenait plus simple pour moi à ce moment-là, compte tenu aussi de ma vie, de mes enfants qui arrivaient, tout ça, de me recentrer sur cet appareil. Et donc, j'ai eu à l'époque un ordinateur qui était un Atari STE 1080. Donc, on est ici, à ce moment-là, sur un ordinateur qui est une bascule dans l'univers de l'informatique. On passe à ce qu'on pourrait appeler on passe de la troisième à la quatrième génération informatique. Si je resitue les générations, ce qu'on appelle les générations de l'informatique, la première qui est autour des années 40-50, c'est quand l'informatique, c'est une informatique qui est universitaire, une informatique militaire. Et puis, à partir des années 50-60, plutôt dans les années 60, on a une informatique qui rentre dans les grandes entreprises et les États.
Et on a donc une informatique commerciale qui commence à apparaître, pour laquelle il y a un grand opérateur qui s'appelle IBM. Et puis, à partir des années 70, apparaît la micro-informatique. La micro-informatique, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va rendre accessible à des individus, même s'ils ont besoin d'être un petit peu fortunés, elle va rendre accessible la possibilité d'avoir un ordinateur à la maison et de pouvoir créer des programmes informatiques. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une compétence informatique qui est nécessaire. Moi, j'arrive sur cette 4e génération, qui est la génération où on va avoir des ordinateurs avec des programmes qui sont prêts à l'emploi, des programmes qui sont compilés, qui sont exécutables. Mais cette particularité, ça veut dire que je n'ai plus qu'à cliquer sur une icône pour le lancer, alors que précédemment, il aurait fallu que je tape le programme sur mon ordinateur, que je connaisse des lignes de commande pour lancer les programmes. Donc on entre dans une ère de l'informatique qui est accessible à pas mal de monde. Mais en même temps, on ne sait plus ce qu'il y a à l'intérieur du logiciel qu'on va utiliser. Donc on entre dans une informatique qui est accessible à tout le monde, mais avec une informatique qui est de moins en moins accessible. Se produit aussi à cette époque-là, les années 80, un événement qui avait commencé à la fin des années 60, c'est que IBM, donc je vous disais tout à l'heure, qui représentait 75 à 80% du marché de l'informatique dans les années 60, se retrouve pris dans un procès des lois antitrust américaines et doit repenser son modèle économique. Alors dans les années 80, ils ne seront pas condamnés, mais il n'en reste pas moins qu'ils auront effectué un changement considérable qui fait que autrefois, IBM vendait des ordinateurs et livrait les logiciels avec les ordinateurs, ou plus exactement de quoi créer les logiciels avec les ordinateurs qui étaient livrés. À partir des années 80, ils vont séparer les deux activités, l'activité de vente de matériel et puis l'activité logicielle qu'ils ne vont pas prendre en charge, histoire de ne pas être dans le faisceau des lois antitrust. À partir de ce moment-là, apparaît un marché de l'informatique. Et jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de marché de l'informatique dans l'univers du logiciel, puisqu'on créait son logiciel quand on en avait besoin. Ça aboutit, du coup, à créer une valeur sur ce qu'était le logiciel. Jusqu'à ce moment-là, on ne vendait que des ordinateurs, et les logiciels, c'était annexe, on les fabriquait pour s'en servir avec les ordinateurs. À partir du moment où on entre dans l'ère des éditeurs, le logiciel a une valeur éditoriale et il y a tout un circuit de marchandisation du logiciel qui va se mettre en place, que révélera particulièrement l'anecdote dont vous avez peut-être entendu parler de Richard Stallman, qui considère qu'à un moment donné, il faut intervenir parce que, grosso modo, il a une imprimante, qu'il n'a plus la possibilité d'améliorer malgré ses compétences de programmation, parce que le programme qui sert à piloter l'imprimante, eh bien, il est verrouillé par le fabricant de l'imprimante qui dit « c'est mon programme, c'est moi qui décide, et ça doit être votre imprimante, c'est mon logiciel, et vous ne pouvez plus intervenir dessus ». Et à partir de ce moment-là, il entame l'idée de dire que il faut s'éveiller au fait que le numérique est en train d'échapper à ses utilisateurs et à ses concepteurs, qu'il est en train d'être privatisé, et qu'il faut donc essayer de développer une informatique qui soit une informatique citoyenne, une informatique accessible à tous. Et c'est là qu'il va lancer le projet qu'il va appeler le projet GNU. Le projet GNU qui va reposer sur une licence qui va définir ce que c'est qu'un logiciel libre. Alors quand on dit GNU, c'est GNU, hein, c'est pas, même si c'est mascotisé par l'animal, c'est GNU. Et donc, ces 4 libertés qu'il va définir pour un logiciel, c'est la liberté d'utiliser le logiciel, de l'exécuter, donc de s'en servir quand ça veut bien fonctionner, la liberté d'étudier le logiciel, savoir comment il est fait, et très rapidement, eh bien, un logiciel c'est fait avec un langage de programmation. Un langage de programmation, c'est quelque chose qui est lisible par à peu près tout le monde, jusqu'au moment où on va le transformer en logiciel exécutable. Donc on utilise un autre logiciel qui est un compilateur qui va le transformer en langage machine pour que l'ordinateur soit capable de s'en servir. Mais avant qu'il soit transformé en logiciel exécutable, eh bien, c'est un texte qui est beaucoup moins, enfin, un langage de programmation, c'est moins compliqué à apprendre que n'importe quel autre
que n'importe quelle langue étrangère, puisqu'il y a beaucoup moins de mots et les syntaxes sont beaucoup plus simples. La troisième liberté que Richard Stallman va donner à ces logiciels-là, c'est une liberté de modifier le logiciel. Et cette liberté de modifier le logiciel, elle permet d'en faire ce qu'on veut. La quatrième, et donc de l'adapter à nos propres besoins. Et la quatrième liberté, c'est la liberté de distribuer le logiciel. Alors, ce qui était important dans la logique de Stallman, c'était de définir qu'on avait on protégeait des utilisations, on protégeait des utilisateurs qui allaient pouvoir, à partir de ce moment-là, faire fonctionner ce logiciel-là. Il se trouve que la façon dont Stallman a conçu ces différentes libertés qui permettaient de déployer le logiciel, de le partager et de le faire évoluer à plusieurs, a intéressé de nombreux développeurs informatiques. Parmi ces développeurs informatiques, vous en avez un certain nombre, dont un qu'on pourrait citer qui s'appelle Éric Rémond, qui vont voir dans le logiciel libre une opportunité sur la façon de concevoir un logiciel. Et Éric Rémond va écrire un essai qui s'appelle « La cathédrale et le bazar ». Alors, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'événement patrimonial et politique que nous avons vécu la semaine dernière, mais quand même, on en reparlera. Et dans La cathédrale et le bazar, ce qu'il définit, c'est que le logiciel libre, c'est un logiciel qui va permettre des formes de développement qu'on appellera des développements agiles. Et les gens qui vont s'emparer de ce truc-là, c'est des gens qui disent, eh ben, du coup, le principe de base, c'est que le logiciel, puisque je peux le récupérer, le modifier, le redistribuer, je vais pouvoir, de mon côté, individuellement, faire évoluer un logiciel. Ce qui est intéressant, on est dans une période où Internet et la communication n'est pas en mode synchrone systématiquement, et qu'à partir de ce moment-là, on se retrouve avec des gens qui peuvent développer et améliorer leur logiciel dans un coin pour ensuite le faire revenir vers les autres. Alors, c'est des logiques qui permettent, en se réappropriant le code et le modifiant, d'avoir des versions individuelles qui redeviennent collectives. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est plus dans un projet où on va avoir des individualités qui se retrouvent que dans un projet qui est un projet collectif. C'est plutôt un projet où des individus mettent en commun. Et c'est ce qui va caractériser une partie du logiciel libre qu'on va retrouver au travers d'un projet qui est celui de Linus Torvald. Alors Linus Torvald, il est connu pour être, entre guillemets, l'inventeur de Linux. Les puristes diront, il ne faut pas dire ça comme ça, mais on va dire que c'est l'inventeur de Linux. Mais il est surtout l'inventeur d'autre chose. C'est qu'il est l'inventeur d'un système qu'on appelle un système de versionning, qui s'appelle Git, et qui va permettre à des gens, justement, de prendre un bout de logiciel, de le modifier et de proposer que ces modifications soient réintégrées. Ce qui m'intéresse au travers de ça, c'est qu'on se retrouve avec des modalités de prise de décision et de gouvernance qui vont se développer cas un cas de briques et de broc et qui ne vont pas s'unifier. Chaque projet de développement de logiciels libres va avoir un fonctionnement collectif qui a ses variations, et des variations qui peuvent être importantes. Si je reprends l'exemple de Linus Torvald, on est sur une logique on retrouvera ça sur le blog de Framasoft à un moment, du dictateur bienveillant. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'en dernier recours, quand il faut trancher et qu'il faut décider, eh ben, c'est lui qui est à l'origine d'une partie du développement de Linux, c'est lui qui décide quand est-ce que ça s'arrête. Et puis à d'autres moments, vous allez avoir d'autres modèles, comme celui, par exemple, de la communauté Debian, qui va développer un système qui est le système un système Linux. Eh bien, la communauté Debian, elle va avoir des fonctionnements de gouvernance qui vont aller de décisions en mode Condorcet à des décisions qui fonctionnent sur un modèle méritocratique. Ne rentre pas qui veut ou n'a pas tous les droits qui veut dans la communauté Debian. Il faut qu'il y ait une reconnaissance par les pairs qui se fait à partir d'un certain nombre de productions de code, plus tout un tas de choses qu'il faut passer. C'est-à-dire que pour rentrer dans la communauté Debian, eh bien, il faut quand même être identifié et qu'il va y avoir des échanges de clés qui vont se faire de personne à personne. Donc,
il y a tout un tas de rites, de rituels qui font qu'on a des gouvernances qui sont complètement différentes. Et puis d'autres communautés qui sont plus légères. Après, il y avait plein de sujets, et j'arrive au terme de mon truc. Ce que je souhaitais évoquer, malgré tout, c'était le retour, à un moment donné, vers plus la production des contenus. Puisque là, j'ai expliqué un petit peu comment s'était construit le logiciel libre et comment il y avait différentes façons de gouverner la création d'un logiciel libre. Derrière, il y a ce qu'on va faire avec des logiciels, ce qu'on va produire avec des logiciels, libres ou pas libres. Et c'est là qu'on va retrouver quelque chose qui est de l'ordre des communs avec ce qu'on a entendu peut-être à certains endroits sous le nom des Creative Commons. Donc le principe des Creative Commons, c'est cette fois d'attribuer à une création de l'esprit, à une création immatérielle, la possibilité de la diffuser en choisissant quelles sont les conditions d'utilisation, de réutilisation qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de cette œuvre. Ce qui a pour vocation de fluidifier la diffusion des œuvres. Alors vous aurez certainement entendu parler du coup de Laurence Lessig qui définit l'idée que code is law. J'en profite quand même quand je parle des Creative Commons parce qu'il y a deux personnes que je voulais quand même citer et je vais retrouver mon papier pour deux personnes que je voulais citer qui étaient Aaron Swartz qui a travaillé justement avec Laurence Lessig à la création des Creative Commons et qui avait pour vocation de libérer les communs scientifiques, enfin les connaissances scientifiques pour en faire des communs scientifiques. Et puis l'autre aussi, c'est Bassel Kartabil, qui est beaucoup moins connu, mais qui aujourd'hui, ça va avoir une résonance particulière. C'est le créateur, c'est l'initiateur d'un site qui s'appelle OpenClipArt. Et openclipart.org, c'est un site où les gens qui font des dessins vectoriels peuvent les partager avec d'autres pour pouvoir créer des bibliothèques de clipart. Et il est mort dans les prisons de Bachar el-Assad en 2015. Donc ça fait écho à ça. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, et peut-être que c'est là-dessus que je conclurai, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que son projet lui a survécu difficilement, mais il lui a survécu parce que c'était un projet open source. Il lui a survécu difficilement parce que justement il n'avait pas prévu de partir plus tôt et que la transmission du projet ne s'était pas faite entre guillemets dans les règles de l'art. Mais comme tout le contenu qui avait été produit, qui était disponible sur ce site, était en Creative Commons, eh bien tout ce patrimoine accumulé a pu être repartagé par la suite et réutilisé à la fois par des sites qui en font leur miel et leur business, et puis à la fois par tout un tas de projets libres qui aujourd'hui peuvent encore se nourrir de ce qui est fait et ajouter leur pierre à l'édifice de l'Open Clipart. Je m'arrêterai là-dessus, même si j'aurais plein de choses à raconter et où j'avais l'intention de terminer sur le côté du libre, qui malgré tout est du point de vue des ressources numériques quelque chose qui est intéressant parce que le logiciel libre lutte à sa manière contre des formes d'obsolescence qui sont prédéfinies, parce que le logiciel libre n'a pas besoin, entre guillemets, de vendre de nouvelles versions, n'a pas besoin qu'on vende des machines qui sont de plus en plus puissantes, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, utiliser du logiciel libre, c'est augmenter la durée de vie des appareils, pratiquement doubler la durée de vie d'un appareil. Or, lorsqu'on s'intéresse à l'empreinte environnementale du numérique, eh bien, la fabrication des appareils, le recyclage des appareils représente 80% de l'empreinte environnementale du numérique. Donc ça veut dire que si vous passez sous Linux, eh bien, vous faites un gain d'approximativement 30% de votre empreinte numérique, avec un ordinateur qui vous épargnera le stress cognitif de devoir réapprendre un nouveau système tous les 3 ou 4 ans. Merci Vincent pour ces éléments, on peut l'applaudir. Alors sans transition, on va passer au projet de Framasoft, peut-être justement voir comment Framasoft s'inscrit justement dans cet historique, dans cet héritage, mais aussi
fait avancer ces actions. Donc, vous vous définissez bien sûr comme une asso d'éducation populaire, donc les liens avec l'ESS et son histoire sont très clairs, mais également du point de vue de l'évolution de la structure, vous dites être ou devenue une AMAP du numérique, donc c'est intéressant peut-être aussi de repréciser ce que ça veut dire chez vous, et puis voilà où en est votre projet, comment ça fonctionne, quels sont peut-être voilà, les éléments clés que vous pourriez apporter à notre public ce soir. Merci. Oui, je vais tout de suite rebondir sur AMAP du numérique, parce qu'au final, cette formule, on ne l'a pas tant utilisée pour nous qualifier, nous, que pour qualifier une centaine de structures qui font partie d'un collectif d'hébergeurs alternatifs qu'on a créé en 2016, qui s'appelle Chaton. Donc c'est pour collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Si ça vous intéresse, il y a des petites plaquettes à l'entrée qui ressemblent à ça. Dans notre travail de com, pour faire comprendre ce que c'était que ce collectif, en fait, on s'est dit, mais à quoi ressemble notre système, et de là a émergé cette notion d'AMAP du numérique, en fait. Et donc les chatons, dont Framasoft est un membre parmi les, je crois qu'on est à 97, à vérifier, mais voilà, donc vraiment un membre parmi les 97, même si on est membre fondateur de ce collectif. L'objectif du coup de ce collectif, c'est d'avoir des prestataires de services, des fournisseurs de services en ligne. On précise, c'est du service en ligne, hein, c'est pas du logiciel forcément installable sur les ordis des citoyens et des citoyennes, qui vont proposer ces services sur un modèle qui est similaire à celui des AMAP, à savoir la proximité, des règles de fonctionnement qui respectent un certain nombre de dispositifs sociaux. Par exemple, il y a une règle dans le collectif Chaton, c'est que dans chaque structure, membre du collectif, le salaire le plus haut ne peut pas être davantage que 4 fois le salaire le plus bas au sein de sa structure. Donc une notion de solidarité interne en fait, sur les structures qui sont représentées, qui du coup est en mesure de rencontrer les personnes auxquelles elles rendent le service. Donc l'idée c'est que, et typiquement nous Framasoft c'est un de nos problèmes, parce que quand vous avez 2 millions de personnes forcément, qui utilisent vos services, forcément vous ne les rencontrez pas tous les jours. On essaye, hein, on est très présent, on fait beaucoup d'interventions pour rencontrer au maximum nos utilisateurs. Mais en revanche, on a un système d'intervention, enfin d'échange en ligne qui nous permet, à défaut de les rencontrer en présentiel, au moins de pouvoir échanger avec elles en permanence, ce qui n'est pas le cas des GAFAM en fait, hein. Vraiment on est dans des modèles qui sont très différents où on remet l'humain au cœur avant la technique. Et donc dans cette notion d'AMAP, c'était voilà, plutôt que de mettre vos données dans le data center d'un géant du numérique qui est très toxique pour la société, en tout cas tel que nous on la voit au sens politique, après voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est très bien les GAFAM, venez mettre vos données et utiliser les services proposés par des toutes petites structures, pas très grosses, voilà, mais qui vont utiliser du logiciel libre, principalement des logiciels aussi qu'on va dire décentralisés, au sens où du coup va y avoir ce même logiciel va exister chez plusieurs membres du collectif et potentiellement ils vont pouvoir communiquer les uns avec les autres, ce qui permet aussi une garantie en termes de sécurité. Et du coup ce côté, voilà, venez rencontrer les humains qui sont derrière les services que vous utilisez. Ce qui est vraiment le principe de la map, hein, c'est venez rencontrer les producteurs qui vous fournissent de quoi vous alimenter. Bah, là, on était vraiment dans cette même logique-là. Donc voilà, pour la précision, ça vient vraiment du collectif Chaton, et ce n'est pas tant un truc qu'on avait nous en interne chez Frama, en tout cas qu'on n'a jamais mis en évidence. Mais pour vous dire, du coup, Frama, je vous disais tout à l'heure, ça existe depuis 20 ans. La question de l'éducation populaire, en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est arrivé assez tard dans notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en faisait pas, mais on ne se revendiquait pas comme étant une structure qui en faisait. Sur les 15 premières années, donc quand même pendant un certain temps, notre association, ce n'était pas ça du tout son objet social. Son objet social, c'était promotion du libre, enfin du logiciel libre et de la culture libre d'ailleurs, c'était les deux. Et on a changé il y a un peu moins de 10 ans, en se disant qu'en fait, effectivement, notre travail, c'était vraiment d'accompagner les citoyens et les citoyennes à la prise en compte, voilà, des problématiques et de la toxicité des services proposés par les géants du web. Et donc ça, on l'a fait à travers la campagne des Googleisons, je ne reviendrai pas dessus, mais on l'a fait aussi à travers d'autres campagnes différentes. Et surtout,
il y a 3-4 ans, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que si on arrivait à toucher une partie de la société à travers les services qu'on fournissait en ligne, on avait un gros problème avec les organisations de la société civile, qu'on avait beaucoup de mal à toucher en fait. Voilà. C'est-à-dire que oui, tant que c'était des usages individuels, voilà, on arrivait à aller trouver des personnes, mais derrière, ça ne se transformait pas dans les usages des organisations. Et donc, on a lancé une campagne en 2022, suite à pas mal de temps, sur lesquels on a proposé 2 projets spécifiques pour le monde associatif, qu'on ouvre en fait, on a dit monde associatif, mais en vrai, je pense que toutes les structures de l'ESS sont les bienvenues pour utiliser ces services, même si nous, en tant qu'association, en fait, on a vraiment j'allais dire, un amour profond du statut associatif, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on revendique énormément pour le principe de la non-lucrativité, voire même du non-marchand. Ce qui n'est pas le cas de toutes les assos. Hein. Les assos ont aussi une partie marchande pour certaines. Mais pour nous, du coup, c'était aussi dans cette notion que parce qu'on fait du libre, en fait, on fait de la coopération et on fait du partage. Voilà. Et que donc, du coup, l'absence de lucrativité, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir derrière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent. Hein. Enfin, on est 10 salariés, donc typiquement, il faut qu'on ait de l'argent. Il y a bien un modèle économique derrière. Mais en revanche, je voulais que ce modèle économique il puisse être au maximum équilibré pour que, justement, tout le monde puisse profiter de ce qu'on proposait sans que, du coup, ça recrée des inégalités sociales, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre modèle économique, il est à 95% en fait, basé sur les donations individuelles. Voilà. Sur un budget de 850 000 €, donc voilà, ça fait un certain nombre de personnes qui nous donnent des sous, voilà, pour être voilà, environ 8 000, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on est une toute petite asso, puisqu'on est 25 membres, dont 10 salariés. Non, 35 membres, dont 10 salariés, pardon. Et on est une association de cooptation, donc ce n'est pas une asso à laquelle vous pouvez adhérer, en fait. Voilà, notre objectif, c'est plutôt de travailler en base un peu entre nous pour proposer des services qui vont être utilisés par voilà, le plus grand nombre. Et dans ce qu'on propose depuis 2022 aux assos et aux organisations de l'ESS, il y a 2 choses. Le premier, c'est un service qui s'appelle Framaspace. Si vous ne nous connaissez pas, vous verrez que quasiment l'intégralité de nos services, ils commencent par Frama. C'est assez facile, du coup, quand vous trouvez un Framabidule ou un Framatruc, vous pouvez vous dire que c'est nous. Sauf quand ça s'appelle Framarail ou Framatome, ça, c'est pas nous. Je précise. Voilà. Bah oui, parce que du coup, quand même, quand vous croisez Framatome, vous vous dites non, c'est pas nous, là, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est pas chez nous. Mais Framaspace, du coup, c'est une alternative à Google Workspace ou Office 365, enfin une suite Microsoft, spécialement pour du coup les petites structures qui souhaitent justement changer leur pratique numérique et adopter un service de cloud, mais c'est pas que du cloud, hein, parce que du coup derrière il y a de la gestion de tâches, il y a de l'agenda, il y a de la gestion de formulaires, de la visioconférence. Maintenant, on vient d'intégrer là depuis 2 semaines un outil de gestion de comptabilité associative, de gestion de l'adhésion, etc. Donc on est vraiment dans un outil très tout en un qui fonctionne autour d'un noyau dans lequel on va pouvoir trouver plein d'applications très utiles quand on est une petite organisation. Et je précise petite organisation parce que du coup on filtre, au sens où on ne peut pas en fait évidemment fournir gracieusement à toutes les associations de France des services, et on considère que celles qui ont un peu de moyens, en fait, elles peuvent elles-mêmes s'équiper. Et d'ailleurs, voilà, d'autres intervenants autour de moi en parleront. C'est de comment, du coup, quand on commence à avoir une taille critique, on peut, du coup, soi-même se doter de ses propres services numériques sans passer par un fournisseur. Donc ça, c'est Framaspace. Et puis le deuxième, c'est une initiative qu'on a lancée en mars dernier, là, en 2024, qui s'appelle Emancipasso. Vous trouverez des plaquettes à l'entrée, où là, on cible plutôt des associations de taille moyenne. Et notre objectif, en fait, c'est non pas de leur fournir des services, mais de leur permettre, si elles ont pris conscience de la nécessité de mettre en cohérence leurs outils numériques et leurs valeurs, de trouver des prestataires qui peuvent les accompagner dans leur démarche de transition. Parce que le constat qu'on faisait, en fait, c'est que même quand il y a l'envie, très souvent, on ne sait pas vers qui se tourner pour se faire accompagner. On ne sait pas comment ça fonctionne. Dans les assos, il y a rarement des gens qui sont hyper à l'aise avec ces outils numériques. Et parce qu'on a adopté Google, parce que voilà, on a toujours connu Google, donc on ne s'est pas trop posé de questions. Et donc là, il y a vraiment cette idée de pouvoir fournir
et un répertoire de prestataires qu'on a sélectionné sur un certain nombre de critères et qui vous garantissent, ces prestataires, du coup, d'être à la fois très sensibles au fonctionnement du milieu associatif et bien sûr aux alternatives numériques éthiques. Et il y a aussi, en parallèle de ce répertoire de prestataires, une communauté d'entraide et d'échange entre personnes au sein des associations qui sont en cours de démarche ou qui ont finalisé leur démarche et qui, du coup, vont venir apporter des retours d'expérience sur comment ça s'est passé pour elles. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que j'ai déjà été assez long. Merci. Donc on va poursuivre un petit peu ce voyage dans le monde du libre, plutôt maintenant sur des témoignages de structures qui donc chacune ont quelque chose d'assez intéressant, exemplaire à proposer par rapport au thème de notre soirée. Donc dans le panel, on a une association justement plutôt de bénévoles qui a pu faire cette mutation. On a une entreprise qui a un service en interne, des compétences informatiques en interne, et qui a pu donc s'appuyer sur ça pour sa mutation. Et puis donc une autre coopérative donc, qui, elle, propose de l'accompagnement, du développement d'une manière vraiment différente, quoi. Donc on va explorer tout ça. Donc je vais demander à chacun des personnes qui sont ici de témoigner un petit peu de pourquoi avoir fait ce choix, et comment ça s'est passé au niveau de la décision, comment ça a été accompagné aussi en interne, quels sont le bilan qu'on en fait maintenant, et sans non plus éluder les questions peut-être difficiles aussi d'usage on sait parfois qui sont compliquées. Donc on vous demande vraiment aussi de témoigner de la réalité, de comment ça se passe et des problématiques. Donc on va commencer par Cyprien, de l'association Terre d'Ancrage, qui va pouvoir nous faire un petit peu état de ce changement que vous avez eu. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je suis président et responsable du système d'information d'une asso qui s'appelle Terre d'Ancrage. En 2 mots, Terre d'Ancrage, on fait de l'hébergement citoyen de personnes exilées. Donc si vous avez une chambre d'amis que vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes solidaire, vous pouvez nous contacter. Ou si vous avez des sous à donner à une asso qui fait des trucs cool, vous pouvez également nous donner des sous. Ça, c'était le petit call to action. Après, maintenant qu'on parle numérique, quand je suis arrivé à Terre d'Ancrage, donc Terre d'Ancrage, c'est une petite asso pour situer où il y a une salariée permanente et il y a beaucoup de bénévoles. Le système d'information était très morcelé parce qu'il a été construit par plein de personnes différentes au fur et à mesure du temps. Et on utilisait des outils en partie propriétaires, en partie libres. Il n'y avait rien qui communiquait ensemble, des infos en doublon partout. En gros, au moment où je suis arrivé, c'était un peu la merde, quoi. Parce que une asso gérée par des bénévoles où personne n'a vraiment trop le temps de mettre le sujet là-dessus. Et la priorité chez nous, c'est pas le numérique, c'était que les gens ne dorment pas à la rue. Donc bon, on avait d'autres priorités. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de migrer toutes les données et tous les services qu'on avait sur un outil qui venait d'être créé, tout spécialement par nos amis de Framasoft, qui s'appelle le Framaspace, et qui en fait est tout simplement magique. Ça demandait quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc c'est moi qui me suis coltiné toute la partie technique de tout migrer parce que j'ai des compétences, on va dire, sur cet aspect-là. Mais par contre, après, c'est pas tout. Il faut accompagner les utilisateurs. Et ça, c'est clairement la partie la plus lourde du taf, quoi. Je pense que n'importe qui dans cette salle pourra témoigner de ça. Il ne faut pas du tout négliger cet aspect-là. Mais l'avantage pour nous, c'est que cette solution, en fait, elle est durable dans le temps, elle est pérenne. C'est-à-dire que si moi je pars demain, en fait, ça continue à tourner nickel, sans qu'il y ait de problème de fichiers en doublon, de perte de trucs, d'applications gratuites qui devient payante par la suite, ou je ne sais quoi. Puisque là, en fait, a priori, Framasoft ne va pas rendre son service payant demain. Donc pour nous, c'est tout bénef. Et je crois que le nombre d'assauts sur Framaspace est en augmentation constante. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que vous avez observé des changements dans les usages qu'en faisaient du coup les membres de l'association de ces outils? Est-ce que ça a eu des répercussions même sur vos pratiques du coup, et votre façon de travailler dans votre objet social, quoi? Ça en a en ce moment même, parce qu'en fait, il y a constamment des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur le Framaspace, donc la compta notamment. Avant, on faisait un bon vieux fichier Excel à la main où il y avait toujours des erreurs de calcul, toujours des trucs qui chiaient, et on passait des plombes à essayer de le débugger. Maintenant qu'on a intégré, qu'on utilise l'outil de compta, en fait, il n'y a plus de risque de bug, donc on gagne du temps. Et il y a beaucoup de choses en fait comme ça où
soit avant on faisait à la main, soit en fait le savoir était dans une personne, et quand la personne partait, on n'avait plus le savoir. Et dans une asso qui a un gros turnover, c'est un énorme problème. Donc là, on a pu mettre en place des outils de documentation dont les gens peuvent se saisir. Et le plus gros enjeu maintenant qu'on a, maintenant que on va dire toute la migration est faite, c'est de sensibiliser tous les bénévoles pour qu'ils se saisissent un maximum de l'outil et qu'ils puissent, on va dire, contribuer à cet outil-là. Avec le point de vigilance classique qui est que le numérique, ça fait vite des étoiles dans les yeux, on se dit vite que c'est génial, mais il ne faut pas trop perdre de temps là-dessus et quand même bien se concentrer sur le cœur d'activité qu'on a. Voilà. Et qui est-ce qui est garant du coup du fonctionnement puisque là, vous n'avez pas de personnes en charge salariées, donc c'est des bénévoles qui se sont formés au niveau technique, qui sont un peu référents, ne serait-ce que pour la sauvegarde des données, des choses comme ça. Comment c'est... C'est juste que du coup, en utilisant un service de chez Framasoft, donc Framaspace, en fait, la gestion des sauvegardes, du coup, le serveur, il est chez Framasoft, en fait. Donc l'association qui va utiliser Framaspace, et les 1500 associations actuellement qui utilisent Framaspace, en fait, elles n'ont pas à se soucier de cet aspect-là. C'est-à-dire que nous, on leur garantit que les données sont sauvegardées, dupliquées, et que si potentiellement il y a une problématique technique sur le Framaspace de tel asso avec une disparition, voilà, des fois les données disparaissent. C'est incroyable l'informatique. Voilà. Et bah, typiquement, nous, on a toujours les moyens de toute façon de les faire réapparaître. Enfin, souvent, elles disparaissent parce qu'il y a des humains qui font des trucs. Hein, voilà. Mais bizarrement, on ne sait jamais d'où ça vient. Donc, voilà. Donc, du coup, dans le cas de Terre d'Ancrage, il y a le fait de passer par un hébergeur de données qui, du coup, garantit un certain nombre d'éléments. Et donc, ça simplifie aussi l'usage des Framaspace pour les petites assos. C'est que justement, ça ne demande pas d'avoir un haut niveau de compétences techniques pour pouvoir utiliser un service libre. C'est exactement ça. L'objectif, c'est qu'on n'a rien besoin de faire. Donc c'est de la même manière qu'on ouvre un Google Drive, on ouvre un Framaspace. Je caricature, mais c'est un peu pareil. Il faut à peu près le même niveau de compétence. Donc c'est à peu près accessible à n'importe quel asso qui veut l'utiliser. Et c'est pérenne dans le temps. Ok. Et du coup, combien de temps a pris la démarche au total ? Et est-ce que actuellement vous avez d'autres briques de votre usage numérique qui resteraient encore à combler et à faire muter ? La démarche n'a pas pris très longtemps. Je pense que la démarche, elle a dû se faire J'avais l'idée, je pense, il y a 1 an. On a dû voter ça en conseil d'administration, quelque chose comme en février. Et la migration, on a dû la faire en quelques mois, on va dire cet été, je pense. Et aujourd'hui, on rajoute encore des petites nouvelles briques, mais ça se fait au fur et à mesure. De notre côté, nous, on n'a pas trop de besoins supplémentaires. Je sais que le site web est une question pour pas mal d'assos, mais nous, on a déjà un site, donc c'est pas trop un enjeu pour nous. Nous, on est plutôt bien aujourd'hui. Voilà. Merci. Voilà, donc la preuve vivante que ces mutations peuvent se réaliser. Du coup, on va passer maintenant au GRAP. Donc, le GRAP, une SIC dans l'alimentaire qui regroupe plusieurs activités dans la région de distribution ou de transformation. Et donc, le GRAP, dès son origine, a eu l'idée et le souhait donc, de disposer de compétences informatiques qui lui ont permis de développer des outils en propre, mais également d'aborder, donc c'est plutôt ce qui va être traité ce soir, d'aborder la dégogolisation. Donc, ça sera intéressant de voir comment s'est passé, quelles sont les étapes qui vous ont mené donc, à cette prise de conscience et à cette mutation des outils. Donc, Sandy d'abord. Oui. D'accord. Donc c'est plutôt Quentin qui parlera de dégooglisation. Je vais un petit peu parler de GRAP. Donc je suis Sandy, je suis arrivée il y a 4 ans et demi. La dégooglisation avait commencé et là à ce jour elle n'a pas terminé. Donc c'est un petit peu plus long que ce qu'on vient d'entendre juste là. Et moi j'ai une licence de littérature et je suis au pôle informatique. Donc pour dire que malgré tout on peut aussi s'emparer des outils. Et mon rôle au pôle informatique, c'est principalement d'accompagner les différentes activités de GRAP. Donc à ce jour, plus de 200 personnes qu'on a au bout du fil dans l'utilisation des outils de GRAP, qui sont quasiment tous des outils libres. Voilà. Bon, j'avais prévu de présenter GRAP, mais Jean-Luc a dit déjà pas mal de choses. Donc peut-être c'est mieux si on passe directement... Peut-être dire juste un petit mot sur Odoo, rapide. Oui. Un gros morceau de ce qu'on fait au pôle informatique, c'est proposer un outil, un logiciel de gestion pour l'activité, donc de facturation,
caisse, de vie, etc. Donc des activités qu'on accompagne, ce sont des épiceries, des boulangeries, des restaurateurs, restauratrices, et aussi on a quelques personnes qui font du conseil, toujours dans le milieu d'alimentation bio et circuit court. Et donc Odoo doit répondre à plein de besoins différents, puisqu'on a plein de métiers différents. Et nous, on utilise une version libre d'Odoo. Tous les Odoo ne sont pas libres. Et c'est Quentin ici présent et mon collègue Sylvain qui n'est pas là, qui développent de sorte à ce que le Odoo qu'on puisse utiliser dans Grap soit au plus près des besoins des utilisateurs, que je contribue à faire remonter vu que je suis vraiment en lien avec eux. Donc c'est la chaîne. Donc on est 4 aujourd'hui, parce qu'on a un collègue qui est arrivé lundi dernier. Donc on est 4 au pôle informatique de Grap. C'est un peu particulier dans une coopérative d'avoir le pôle informatique intégré. Mais en fait, on répond un petit peu à ce que disait tout à l'heure Angie, être au plus près des gens. Et donc, les gens pour lesquels on travaille, on les connaît, on les voit à minima une fois par an pour l'AG, ou en tout cas quand on accueille les nouvelles activités qui rentrent dans Grap. Donc, voilà. Du coup, je m'appelle Quentin, moi je suis à Grap depuis 2017. Et avant, j'étais stagiaire à Framasoft, où ils m'ont totalement islamo-gauchisé. Et voilà. Non, mais au tout cas, j'ai découvert le logiciel libre, j'ai découvert le fonctionnement en autogestion. Et ça m'a donné une voie vers l'informatique qui m'a plu. Et du coup, quand je suis arrivé à Grap, on utilisait donc Odoo, parce que ça a été le choix dès le début. Mais on utilisait aussi beaucoup d'outils Google. Par choix pragmatique au début, on ne peut pas tout faire. Il y avait un seul informaticien au début, puis ils ont été 2, puis 1. Donc il y a eu des choix qui ont été faits. Mais par contre, dès le début, rapidement, dans les statuts, a été notée la phrase « Contribuer au développement d'activités économiques citoyennes et démocratiques, promouvant l'économie des biens communs ». Et le fait qu'on s'appuie sur des statuts où tout le monde était d'accord au début, ça a été vraiment un point positif pour après faire la dégooglisation. Et qu'on a commencé à mener du coup en 2018, un an après mon arrivée, qui s'est fait en 3 étapes. Il y avait du coup l'utilisation d'un Google Drive, d'un Google Agenda et des mails. Et ça a duré 4 ans de sortir de ces 3 outils. Donc à l'époque, on était entre 150 et 200 personnes, 50 activités économiques indépendantes qui sont situées dans toute la région. Qui est aussi un aspect de distance qui est important à prendre en compte. Et comme on a un peu de temps, mais pas beaucoup, j'ai fait une liste de positifs et de négatifs pour vous représenter un peu ce que ça représente une dégoulisation. Dans les points positifs, pour mener cette dégoulisation, il y a eu l'appui politique qui était important. Donc le fait que dans les statuts, il y ait marqué cette phrase-là, ça a légitimé le fait d'y aller. Et on a aussi régulièrement pris le pouls de la coopérative, de l'équipe, de savoir si tout le monde était d'accord de mettre de l'énergie, du coup de l'argent dans mon temps de travail pour aller faire cette dégoulisation. Dans les points positifs, il y a le fait qu'on s'appuie sur aussi des logiciels libres qui sont assez matures pour accueillir 200 personnes. Donc c'est le cas de Nextcloud, qui est le logiciel derrière Framaspace et derrière la solution qu'on a proposée aux coopérateurs et coopératrices. Donc le logiciel, il est imparfait, il y a des choses dont le design est potentiellement améliorable. Il y a plein de choses à dire, mais il était assez mature pour accueillir plein de personnes. Et ça, nous, on n'a jamais développé une seule ligne de code pour Nextcloud et on s'appuie dessus. Donc c'est bien ça aussi l'intérêt du logiciel libre, c'est d'avoir des cercles vertueux pour après, nous, mettre notre pierre à l'édifice pour ce logiciel-là. En l'occurrence, nous, on ne développe pas Nextcloud, mais on fait beaucoup de documentation, notamment Sandy, en français. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est souvent remonté par Framasoft, de dire ce logiciel est bien mature, mais il manque une communauté francophone de la documentation française. Et nous, notre pierre à l'édifice, c'est de former plein de gens à ce logiciel et aussi de faire de la documentation autour de ce logiciel-là. Un autre point positif avec cette dégoulisation, ça a été la reprise en main économique de nos moyens de production. On ne dépend pas de la spéculation de Google, on ne dépend pas des prix qui vont changer du jour au lendemain. Et on a fait quelques courbes, voir combien ça nous a coûté en prenant notre temps de travail en compte, évidemment, et le fait qu'on internalise ces logiciels-là, donc le paiement de serveur, et on s'y retrouve financièrement. Donc c'est même moins cher pour nous maintenant que si on était resté chez Google. Après, dans les moins, notre dégoulisation, elle n'est jamais finie. Comme a dit Sandy, il reste des logiciels privateurs à Grap. Par exemple, la comptabilité est faite sur un logiciel propriétaire, les payes aussi. Pour la sortie de Google Mail, ça a été le plus gros paquet pour nous, le plus dur. Donc j'entendais que vous commenciez par ça. Bon courage. Et du coup, pour sortir de Google, nous, on a eu le choix stratégique d'utiliser un logiciel libre qui s'appelle Thunderbird, qui a 20 ans, lui aussi d'ailleurs, et qui propose plein de choses, mais qui a un design questionnant.
et pour plein de personnes, surtout quand on arrive de Gmail. Et du coup, il est assez mature, mais ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais c'était la seule solution libre qu'on a trouvée pertinente à ce moment-là pour faire sortir pas mal de gens de Gmail. Un autre point négatif, enfin négatif en quelque sorte, c'est que du coup ça fait reposer toutes les compétences en interne, donc c'est un poids très fort en interne de charge mentale, de charge de travail, de pression que ça met. Si on externalise, on pose le problème plus loin, on peut dire c'est la faute de Google. Là maintenant c'est plutôt la faute du pôle info, du pôle informatique si ça ne marche pas. D'ailleurs ça c'est d'ailleurs je l'ai écrit plutôt en plus ou moins. Ça fait reposer la charge mentale sur nous. Ce qui est positif et négatif, ça rend plus humain l'informatique. Donc les gens, quand quelque chose ne marche pas, ils peuvent nous poser une question. Demain, si Google ne marche pas, il n'y a pas d'humain derrière. Et d'ailleurs, sortir de Google, il y avait des merdes. Hein, quand on sortait de Google, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Alors que c'est la plus grosse boîte au monde, il y a quand même beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et là, pour avoir un humain derrière ou une humaine, c'est très compliqué. Du coup, ça faisait partie des plus ou moins le côté internalisation de la charge de travail et charge mentale. Et je finirai juste par une ouverture sur le fait que notre dégooglisation n'est pas finie. Et on avait choisi comme solution mail un acteur qui s'appelle Gandhi, qui lui-même a été racheté, qui n'est pas en coopérative, pas en association. Et vu que ses statuts ne le protégeaient pas par un rachat capitaliste, il a fini par se faire racheter, augmenter les prix et ce genre de choses. Et donc là, on est en train de sortir de cet acteur-là pour aller vers un acteur qui s'appelle Où va-t-on, qui est une coopérative. Donc ça, c'était une petite ouverture. Et aussi le fait qu'on ait beaucoup documenté cette dégooglisation, notamment avec un texte qu'on avait écrit et qui a été partagé sur le Framablog, sur le blog de Framasoft. Ça peut en inspirer d'autres et on a été contacté notamment par une coopérative qui s'appelle Terre de Liens pour partager notre expérience, voir ce qui marche pas. Donc il y a aussi un effet boule de neige et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir pour donner des idées. Et je finirai par dire que toute la documentation que Sandy, moi et d'autres ont fait, elle est sur un site qui s'appelle librairie.grab.coop et ça c'est libre, c'est partageable. Donc si demain vous cherchez comment partager un truc sur Nextcloud, et potentiellement vous allez tomber sur notre documentation parce qu'elle est accessible librement. Merci. On va passer maintenant, on aura gardez bien vos questions parce qu'on aura un temps pour vos questions. Donc on va passer à Stéphane de la Scope Web Alternatif, donc il fait partie un petit peu de cet écosystème grenoblois du numérique où il y a beaucoup d'acteurs, de coopératives ici qui travaillent sur ces sujets-là. Donc pour ce soir, Stéphane qui est également administrateur de l'Union régionale des Scopes est donc venu jusqu'ici, c'est pas trop loin. Mais voilà, tu vas nous parler plus, on va plutôt avec Stéphane explorer la question des biens communs numériques, c'est-à-dire la création d'un outil qui est vraiment, qui appartient à une communauté d'acteurs. Et c'est une collaboration vraiment assez intéressante entre les développeurs et les acteurs de l'ESS pour créer un outil à leur mesure. Donc c'est vraiment ça que tu vas explorer avec aussi pourquoi en fait vous en êtes arrivé là. Donc cet outil s'appelle le Tong, ton outil numérique génial pour la gestion. Eh bien on dit qu'un commun c'est une communauté, une ressource et des règles du jeu pour prendre en charge cette ressource. Tong, qui est effectivement un acronyme récursif, Tong est un outil numérique génial, c'est à la fois le nom d'un logiciel, et c'est aussi le nom du collectif de CAE qui le prend en charge. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une CAE, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Ces entreprises ont une particularité assez originale, c'est qu'elles sont majoritairement composées d'entrepreneurs salariés, c'est-à-dire des personnes qui ont des activités indépendantes et qui décident de mettre en commun, mutualiser la paye, la compta, leur propre accompagnement et tout un tas d'autres choses au sein d'une même structure juridique, en s'accompagnant d'autres collègues qui sont des salariés associés plus classiques, qui vont combler ces missions-là. Ces structures sont aussi très récentes dans l'histoire, puisqu'elles ont, pour les plus anciennes, Jean-Luc saura mieux que moi, mais un peu plus de 20 ans. Et donc, ça fait 20 ans qu'elles défrichent, qu'elles inventent des choses, qu'elles expérimentent des pratiques, qu'elles tordent un peu le droit autour d'elles, et que fatalement, en fait, elles ont une pratique dans leur travail et dans leur process qui est tout à fait originale et ne peut reposer uniquement que sur des outils standards. Ce qui fait que très rapidement dans leur histoire ont émergé des solutions pour la comptabilité qui soient adaptées à leur structure, pour la facturation, etc. Et il y a quelques années, un sous-groupe de quelques CAE s'est réuni pour dire on a besoin de couvrir quelques périmètres fonctionnels complémentaires. Et il faudra qu'on crée un nouveau logiciel. Donc individuellement, chaque CAE a
clairement pas ni les capacités financières, ni les capacités humaines de gérer un tel projet. Et elles ont fait ce qu'elles savent faire de mieux, c'est-à-dire mutualiser, coopérer, se dire on va le gérer en collectif. Et donc, elles ont commencé à réfléchir aux modalités. Donc, parmi ces modalités, certaines qui vont nous intéresser ce soir, elles se sont dit il ne faut pas que le logiciel que l'on va créer soit quelque chose d'approprié. Il faut qu'il devienne en fait inappropriable par chacune d'entre elles. Et ceci pour des raisons comme, par exemple, mais pas que, lorsqu'on va agrandir le collectif et qu'une structure, une autre CAE va nous rejoindre, on n'a pas envie de se poser des questions du type tu viens utiliser ma propriété, combien tu payes ou tout un tas d'autres choses comme ça. Donc, assez rapidement, en fait, le projet est allé vers ce qui peut s'appeler un commun numérique. Et les collectifs de CAE ont choisi une entreprise démocratique pour le développer, donc la Scope Web Alternative dont je fais partie. Et ensemble, on a mis en place, on a défini des règles de fonctionnement avec deux asymptotes qui ne sont jamais atteintes, évidemment. Une visée démocratique, avoir le fonctionnement le plus démocratique possible, et puis chercher aussi à avoir le fonctionnement le plus décentralisé possible. Ce qui était pas très vrai au début et qui a beaucoup évolué au fil des années et qui est beaucoup plus satisfaisant aujourd'hui. Et j'espère va continuer à évoluer d'ailleurs dans le futur. Et donc pour donner un rapide aperçu de ce que ça peut représenter en termes d'enchevêtrement institutionnel, pour prendre un grand mot, grosso modo il y a 3 types d'instances. Il y a les commissions d'utilisateuristes qui vont vraiment être à l'origine des fonctionnalités qui vont se retrouver dans le logiciel. Il y a un organe de pilotage technique qui va s'assurer de veiller à la cohérence d'ensemble du logiciel et puis faire des choses comme voter les priorités ou dans les développements. Et puis, il va y avoir un organe de pilotage politique qui, lui, va s'intéresser plutôt à des questions du type l'entrée d'une nouvelle CAE dans le collectif, les cotisations, le modèle économique, voilà, ces choses-là. Et ce qui me semble intéressant de partager avec vous ce soir, c'est une prise de recul un peu théorique que j'ai eue sur ce qui s'est passé, qui s'est faite il y a environ 2 ans, grâce à 2 chercheuses de l'université de Grenoble-Alpes, que certains et certaines connaissent, Anne Leroy et Emmanuel Puissant, qui expliquaient lors d'un événement ESS que, donc elle prenait l'exemple du tissu associatif, mais c'est tout à fait vrai pour d'autres types d'organisations, qu'avec l'intensification du travail et puis la pression à la productivité qui provient de l'extérieur des organisations, y compris ces structures-là, s'équipent de plus en plus d'outils numériques, sauf que les outils numériques, ce sont des choses qui incorporent des processus de travail, qui vont ensuite vont s'abattre sur les personnes qui vont l'utiliser, alors même que la plupart du temps, ces outils sont décidés, conçus, fabriqués à l'extérieur des collectifs de travail. Et donc, très souvent, ça amène à réduire la capacité à décider au travail des personnes qui sont salariées de ces organisations. Donc je suis reparti de ça en me disant, finalement, un peu comme M. Jourdain, qui apprend qu'il fait de la prose sans le savoir, il me semble que dans Tongue, dans le collectif, et avec ce qu'on fait dans l'œuvre logicielle, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va, au contraire, partir des utilisateurs et des utilisatrices pour concevoir, créer, se mettre d'accord sur les processus de travail que l'on va cristalliser dans le logiciel et qui vont ensuite se réabattre sur les personnes, mais des personnes qui ont prise dessus, ce qui amène finalement à conserver leur souveraineté sur le travail, et ça, à mon sens, c'est plutôt de nature émancipatrice. Merci. Donc, on a eu 3 retours d'expérience de structures de l'ESS, alors qui effectivement ont migré, sont des usagères averties, voire même produisent aussi des solutions. En fait, maintenant, on va peut-être croiser vos points de vue. Donc, on va vous laisser réagir à une question un peu transversale qu'on vous a proposée ce soir. La première, c'est effectivement peut-être de revenir un petit peu. Alors, on voit que l'aventure semble être
très, très positive pour certaines. D'autres, on a vu qu'il y a quand même des problèmes à régler, des choses à améliorer aussi. Alors, de votre point de vue aujourd'hui, pour diffuser ces usages, pour faire en sorte que le libre soit encore plus utilisé dans les structures, pas que de l'ESS d'ailleurs, hein, quels seraient, d'après vous, les principaux défis? Quels seraient aussi les points d'amélioration, peut-être aussi, qu'il faut envisager pour qu'il y ait davantage encore d'adoption de ces solutions? Et d'ailleurs, on n'est peut-être pas revenu sur savoir aujourd'hui qui adopte le libre. Est-ce que l'ESS est leader en la matière? Je ne sais pas si vous avez des éléments aussi à nous apporter là-dessus. Ce serait un éclairage complémentaire éventuellement. Du coup, ça va être très compliqué d'apporter un éclairage là-dessus parce qu'il n'y a personne qui étudie ça. Voilà. En fait, le libre est quand même un élément qui est sous-étudié de façon générale dans la recherche. Voilà, il y a très peu d'études et de dispositifs de recherche qui s'appliquent à l'univers de libre. Mais du coup, c'est très... ça relève juste d'une expérience, ce que je partage, donc ce n'est pas du tout scientifique, je précise. Ce que nous, on peut constater, en fait, c'est que le libre est finalement très présent dans les entreprises. Voilà. On sait aujourd'hui, il y a des stats qui sortent qu'environ 60% des développements sur les logiciels libres sont faits par des entreprises. Donc ça veut dire qu'elles ont forcément le besoin de l'outil parce qu'elles vont développer des fonctionnalités nouvelles ou l'adapter à leurs besoins à ce niveau-là. Du coup, dans ces entreprises, quelle part sont des entreprises de l'ESS, quelle part sont des associations, ça c'est très compliqué. Et ensuite, pareil, je pense même dans le segment association, ce qu'on a comme stat, c'est 42% des associations utilisent du logiciel libre. Mais la question c'est, est-ce qu'elles utilisent pour toutes leurs pratiques numériques du logiciel libre ou est-ce qu'elles utilisent une fois par an Framadate pour faire un sondage de date? Et ça, on n'a pas la réponse en fait dans ces études-là. Donc c'est quand même très limité du coup pour avoir une idée réelle de l'appropriation de ces outils au sein de l'ESS. Voilà. Et je vais laisser la parole pour la partie limite à d'autres. Moi, ce que ça m'a fait penser, ta question, c'était que quand on a commencé la dégooglisation, ce qui nous manquait, c'était des récits de gens. Donc c'est une part du travail que vous avez fait sur Framablog d'avoir des récits de structures qui se dégooglisent pour voir c'est quoi les choses qui vont être plus compliquées, où est-ce qu'on doit mettre de la force de travail, tout ça. Ça, c'est une première chose, donc de la documentation, des récits, voir les échecs des gens aussi, c'est toujours intéressant, ce qui ne marche pas. Et après, nous, on a fait le pari de mettre beaucoup d'humains, parce que c'est comme ça que j'avais l'impression que ça allait marcher, et que je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc il y a une fracture numérique énorme en France, on s'en rend pas compte, il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser les outils numériques, et du coup, c'est beau d'avoir un logiciel qui fait 1000 choses, mais si on ne sait en utiliser que 2, ça ne sert à rien. Et donc, nous, on fait le choix au pôle informatique d'avoir recruté une personne pour faire encore plus d'accompagnement des outils, et on n'a pas recruté un profil développeur-développeuse qui pourrait faire encore plus de choses. On a plutôt fait le choix de prendre soin de ce qui existait déjà et des usages numériques. Donc on part plus sur cette optique-là. Et on a aussi on a ce mouvement de nous vers les utilisateurs de Grap, mais on a aussi un mouvement de nous vers des utilisateurs et utilisatrices hors Grap, et notamment avec l'idée de reproduire des mini-Grap à d'autres endroits et de ne pas trop grossir non plus, rester à l'échelle où on peut connaître les gens. Et l'outil informatique est un des outils qu'on mutualise aussi avec d'autres. Donc on a la petite sœur de Grap qui est en Auvergne, la CAP, et puis là actuellement il y a une association nationale qui s'est créée, Fermente, et avec notamment une coopérative qui démarre à Nantes. Et en fait, Odoo en particulier, mais aussi parfois d'autres outils sont mutualisés, et on peut aussi parler de notre expérience avec ces partenariats qu'on a plus particulièrement avec ces gens-là. Parmi les choses il y en a nombreuses qui pourraient être évoquées, je pense que c'est utile d'évoquer le fait que dans l'organisation d'un commun numérique, dans les instances, participent des personnes qui sont volontaires. C'est-à-dire que, par exemple, le choix qu'on a fait, nous, au sein de Tongue, c'est personne ne se voit couper la tête si jamais il ne participe pas au dernier comité technique ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que je pense que
tout le monde est conscient dans les organisations de l'ESS qu'on est très souvent contraint dans nos agendas, sans doute parce qu'in fine, il y a des contraintes économiques assez fortes derrière. Et donc, parfois, participer à 1 heure de réunion pour gérer le commun numérique vient en concurrence d'1 heure où à gérer 3 urgences dans son association, sa coopérative. Et on peut légitimement se dire, gérer ces 3 urgences-là, c'est quelque chose qui va avoir un impact immédiat, alors que participer à cette instance, c'est quelque chose qui a un impact un petit peu plus indirect. Donc je me dis qu'il y a vraiment une attention particulière à apporter à ça, parce que toute l'organisation, en fait, elle repose sur des personnes qui sont dans cette situation matérielle, hein, tout simplement. Donc dans notre historique à nous, heureusement, c'est pas arrivé très souvent. C'est arrivé 2-3 fois, je pense, depuis le début, mais typiquement, on s'échange sur notre messagerie instantanée libre sur laquelle on gère le projet, la prochaine date de réunion, et puis 1 jour ou 2 avant, il y a une personne qui va dire ah ouais, là je suis vraiment trop prise, etc. Et il suffit qu'il y en ait 2-3 qui s'ajoutent, et en fait la réunion tombe parce qu'on est entre 5 et 10 maximum. Donc voilà, ça c'est là ce qui nous sauve de ça actuellement, c'est que le projet est plutôt jeune, qu'il y a une énorme dynamique, et puis que il me semble qu'il y a un truc qui fait contrepoids quand en gros, à l'issue d'une réunion, on a décidé des choses et qu'ensuite on les voit apparaître, soit dans le logiciel, soit dans l'organisation, soit dans ce qu'on a pu décider assez vite, quelques semaines après. Effectivement, ça maintient une dynamique qui donne envie d'aller à la suivante et ainsi de suite. Mais tout ça, à mon avis, est très fragile. Et donc, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un des points d'attention les plus importants à avoir dans une organisation collective comme ça. Merci. Du coup, on va passer à une deuxième question donc, sur la table ronde. C'était un petit peu l'objet de la soirée, c'était de créer des ponts entre le monde du libre, des biens communs numériques et puis le monde de l'ESS. Donc, du coup, la question, c'est de savoir justement comment on pourrait accélérer ces croisements, ces fertilisations. Est-ce qu'il y a d'autres structures, d'autres groupements qui pourraient être intéressés? Donc, au niveau du libre, il y a aussi des enjeux économiques, puisqu'il peut y avoir aussi des formes de marchandisation qu'on a observées. Il y a certains outils qui ont été privatisés. Et puis au niveau de l'ESS, est-ce que justement, fort de ces expériences-là, maintenant, il peut y avoir plus de structures, une accélération? Peut-être c'est aux réseaux aussi, aux fédérations de jouer leur rôle aussi par rapport à ça d'accompagnement. Donc voilà, c'est un petit peu la question que je voudrais vous poser. Comment vous voyez un petit peu l'avenir par rapport à ça? Comment on pourrait améliorer encore ces échanges? Et Vincent est aussi, s'il veut rajouter un petit mot, oui, tu es bienvenu. Moi, je vais juste répondre pour la partie ESS. Pour moi, ce qui est structurant dans le monde de l'ESS, c'est qu'on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu que les gens qui sont dans l'économie traditionnelle. C'est-à-dire que, vu que nos valeurs sont au centre du projet, on a pour objectif de faire plus d'impact. De ce fait-là, on va avoir ce qu'on appelle une prime au vice, qui fait que c'est plus facile aujourd'hui de faire du profit quand on s'appelle Total ou Google que quand on s'appelle Framasoft, Terre d'Ancrage ou n'importe quelle autre structure ici présente sur la table. Ça, c'est un constat qu'on fait de base et que plein de structures font, comme Impact France entre autres. Et ce qui fait qu'il y a plus de contraintes, selon moi, qui sont mises sur les structures de l'ESS, notamment des contraintes économiques, que sur des structures traditionnelles de base. Et si on doit rajouter à ça le fait de dire, en plus, nous, structures de l'ESS, on veut aller vers du numérique libre, c'est potentiellement plus compliqué parce qu'on a moins les ressources en temps et en argent que, on va dire, des entreprises capitalistes traditionnelles qui font des trucs pas cool, on va dire. Donc ça, c'est un problème que je vois, auquel j'ai pas de réponse. Comme il n'y en a pas, on n'a pas de réponse, si ce n'est une intervention du législateur pour faire changer les règles du jeu. Mais moi, ça me paraît compliqué. Après, je pense que des initiatives comme celle de Framasoft pour le monde des assos, elles sont salvatrices. Maintenant, il en faudrait d'autres plus générales et qui ont aussi, comme l'a fait Framaspace, un objectif de toucher massivement des structures. Framaspace, aujourd'hui, je crois, c'est 1500 espaces pour 1500 associations et un objectif de 10 000 associations. Donc, c'est toucher du volume. S'il y a des structures similaires qui se créent avec des objectifs similaires, mais visant les structures de l'ESS, je pense qu'il y a un marché à faire. Là, il pourrait être monétisable, entre guillemets, mais pour une bonne cause. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. Il me semble qu'une des difficultés, c'est l'injonction au numérique. L'injonction sociale au numérique,
qui va constituer une forme de sentiment d'urgence permanente, qui laisse supposer que changer, c'est périlleux, parce qu'on a un capital numérique qui va devoir être interrompu, et cette espèce d'urgence numérique qui est entretenue, qui est gonflée, qui est accélérée par les réseaux sociaux, elle fait qu'à un moment donné, on a la sensation que du côté du numérique, on n'a pas la possibilité de prendre le temps de transiter et de transformer. Et donc, qu'il faut systématiquement qu'on puisse passer de l'un à l'autre. J'entends par rapport au livre souvent l'idée qu'il y a des problématiques de design. À mon sens, elles sont mineures. Elles sont quasiment inexistantes. Quand je dis ça, c'est qu'un utilisateur qui va passer d'un Mac à un Windows, il va pleurer. Et un utilisateur qui va passer d'un Windows à un Mac, il va pleurer. Et ni l'un ni l'autre ne sont libres. C'est qu'on part d'une pratique, d'un usage et de points de repère qui font qu'on a des lisibilités. Et une des difficultés du libre, c'est qu'on a le choix. Que jusqu'à maintenant, sur un certain nombre d'applications, on fonctionne par rapport à cette espèce d'injonction sociale qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas dire non. On ne sait pas dire non, on n'arrive pas à dire non. Parce que c'est Noël et que c'est difficile de ne pas être dans le groupe WhatsApp de la famille, parce que sinon on n'aura pas de cadeau à Noël. Quand je prends cet exemple-là, il est valable sur le fait de, bah oui, mais si je fais un truc qui n'est pas un PowerPoint, je ne pourrais pas partager au congrès scientifique auquel je vais aller. Et à partir de ce moment-là, je me soumets au fait que c'est l'outil qui est en place. Et donc, du coup, eh ben, je ne vais pas prendre le risque. Qu'à côté de ça, effectivement, du côté du numérique, il y a une disqualification cognitive systématique. À chaque fois qu'on commence à avoir l'impression qu'on y comprend quelque chose, eh bien, le menu démarrer qui servait pour éteindre, il est passé de gauche au milieu, et à ce moment-là, on ne sait plus où c'est. Ou alors, on se retrouve dans un système qui n'a pas changé depuis une vingtaine d'années, où l'icône du navigateur, c'est toujours la même boussole depuis plus de 20 ans, parce qu'eux, ils sont tranquilles, ils ont accaparé les données et rendent très compliqué le fait de sortir de l'écosystème. Donc, derrière ça, ça produit une forme d'impensée numérique qui fait que là où on a le choix, eh ben, ce choix nous fragilise et on reste à l'endroit où on est bien au chaud. Et moi, j'ai tendance à dire, c'est quand même dommage que dans nos vies, on est amené à faire plein de changements. Moi, j'ai fait plein de changements dans ma vie, que ce soit sur mes régimes alimentaires, que ce soit sur les personnes avec qui j'ai vécu, que ce soit les endroits où j'ai vécu. Et franchement, d'être passé de Windows à Linux, à côté de tous les autres changements que j'ai eus dans ma vie, de la naissance de mes enfants à mes divorces, en passant par la crise Covid, etc., c'est rien. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ça demande un temps pour basculer. Alors, c'est vrai que j'ai eu une chance pour le faire, c'est qu'on avait 5 ordinateurs à la maison, et celui qui était en test sous Linux, c'est le seul qui n'a pas eu de virus ce jour-là. Le lendemain, il y en avait 5 autres qui étaient sous Linux. Peut-être pour rebondir, chez Frama, on parle souvent de ça, en fait, sur le fait que quand on change ses pratiques dans n'importe quel domaine, on est toujours dans la nécessité de faire un effort. Et que comme on est dans une société du confort, hein, c'est-à-dire que vraiment, voilà, tout est fait pour que nos vies soient le plus confortables possible, et c'est ce qu'on va chercher, parce que la société de consommation, de toute façon, nous a nourris à cette notion de confort. En fait, l'effort à faire pour changer ces pratiques numériques, il est ressenti comme totalement indépassable. Voilà. Je pense que du coup, l'argument pour reprendre le contrôle sur sa vie numérique ou celle de son organisation, voilà, la nécessité de faire l'effort, si on arrive à faire passer ce message, peut-être qu'on arrivera à dépasser effectivement ça. Parce qu'en fait, on a réussi à le faire passer, alors je pense dans certains milieux, hein, mais typiquement, arrêter d'utiliser sa voiture et de prendre son vélo pour faire moins de 4 km tous les jours. Bizarrement, plein de gens ont réussi à faire cet effort. Alors que c'est un sacré effort, en vrai. Dans les faits, ça demande quand même un changement. Arrêter d'aller au supermarché et passer par des AMAP, on y revient, c'est aussi un effort. Et en fait, il y a plein de gens, et particulièrement dans le monde de l'ESS, qui ont réussi à faire ces efforts-là. Du coup, c'est assez étonnant. Nous, enfin, on se questionne beaucoup sur le fait que si on arrive à faire ces efforts-là, pourquoi on n'arriverait pas à faire ceux aussi d'une migration vers le libre qui n'est pas plus compliquée. Mais parce que du coup, on n'a pas de modèle. Et je pense qu'il y a un écueil du libre, c'est qu'il
ben, on n'est pas des grosses boîtes et on ne peut pas faire des panneaux en 4x3 pour dire à quel point c'est génial ce qu'on fait, quoi. Voilà. Il y a aussi ça, en fait, on n'a pas de force de frappe en termes de communication. La campagne Emancipasso, voilà, on l'a fait avec nos petites mains, on fait des petits trucs, on va dans des endroits, on envoie des mails, mais on sait très bien que, évidemment, j'aurais pu faire un sondage avant. Qui en a entendu parler avant d'arriver ce soir, en fait, alors qu'on a fait tout notre possible. Mais on n'a clairement pas la force de frappe marketing, et en plus, on n'a pas trop envie d'utiliser les outils marketing du capitalisme pour le faire. Voilà. Donc c'est aussi un des freins forts aujourd'hui à l'adoption. Merci. Donc, je voulais quand même poser une question pour aller sur cet aspect de ESS et libre. Notamment, Stéphane, toi qui es donc au conseil d'administration d'un réseau de l'ESS, donc de l'Union régionale des Scopes, est-ce que c'est un sujet que parfois ça a été abordé à ce niveau-là en disant il peut y avoir quand même une préoccupation ou un accompagnement ou quelque chose au niveau plus collectif, interstructure sur ces sujets? Ouais, alors je pense qu'au-delà des questions internes au monde coopératif, si on veut vraiment faire le lien entre l'ESS et les communs numériques, il y a quelque chose qui, moi, m'apparaît comme important et assez évident maintenant à force, c'est que les structures de l'ESS, très souvent, sont extrêmement innovatrices. Elles vont avoir une innovation sociale, organisationnelle, l'objet même de ce qu'elles font, la façon dont elles le font, voire les deux, c'est quelque chose qui peut être très original. Et il n'y a pas que les startups de la tech qui ont besoin de s'appuyer sur des systèmes d'information qui peuvent leur permettre de bousculer leur secteur, comme elles le disent. En fait, les structures de l'ESS ont le même type de besoin. Et malheureusement, comme je disais plus tôt, individuellement, elles ne peuvent pas arriver à combler ce besoin-là en étant isolées les unes des autres. Donc, une bonne manière, entre guillemets, de se saisir de ce type de sujet, c'est de se fédérer sur un secteur donné. Donc, vous avez par exemple un secteur, le GRAP, il y en a d'autres qui sont sur des secteurs, je sais pas, la petite enfance, dont on parle beaucoup en ce moment. Pour ma part, j'ai discuté avec des représentants et représentantes des centres de santé communautaires. Donc, c'est des centres de santé particuliers. Il n'y en a que 8 en France. Ils vont bientôt doubler en nombre d'ici quelques temps, avec une manière de s'organiser qui a une visée autogestionnaire, avec des pratiques qui sont très originales à l'intérieur du centre de santé et qui sont complètement limitées par le logiciel tout à fait classique et propriétaire sur lequel elles n'ont pas de prise à l'intérieur de leur structure. Elles sont empêchées, très clairement, de faire la manière relativement originale et innovante du soin. Et donc, ce qu'on se dit dans ces cercles-là, c'est en fait, il faut qu'on se fédère sur le secteur. Donc là, par exemple, 8 à 16 centres bientôt de centres de santé communautaires. Si ils et elles se fédèrent, vont pouvoir atteindre la possibilité de se dire il y a une partie de nos outils dont on va pouvoir reprendre la main et décider, piloter ce qu'on va y mettre dedans. Et ça, en fait, c'est un bon prétexte. S'organiser en commun numérique autour des choses que l'on va co-construire, c'est un très bon prétexte pour faire bien plus que du logiciel. Parce que quand on va discuter de logiciel, en fait, on va discuter de tout ce qu'on fait à l'intérieur de notre activité. On peut discuter d'achat, on peut discuter de plein de choses. Et donc, tous les membres de la fédération vont pouvoir échanger leurs pratiques, prendre les bonnes idées des uns et des autres, etc. Et finalement, il me semble que ce que peuvent apporter les communs numériques au monde de l'ESS, c'est tout simplement en fait, la capacité de réaliser ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire transformer leur secteur d'activité en augmentant leur puissance d'agir. Oui, effectivement, je pense que la partie numérique du travail est de plus en plus prégnante et on en est de plus en plus dépendant. Et effectivement, si les structures de l'ESS ne prennent pas conscience et n'arrivent pas progressivement à développer leurs propres outils, il y a un risque de banalisation en fait, des projets, des savoir-faire de l'ESS, de la manière particulière de voir le travail, quoi. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important qui peut convaincre à l'avenir des structures de faire cette mutation. Donc, je ne sais pas si Quentin ou Sandy, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet. On va donc passer aux questions. Donc maintenant, c'est à vous voilà, si vous avez des questions, des compléments, des choses comme ça, n'hésitez pas, c'est le moment.
Bonjour, merci pour vos différentes interventions. Moi, je suis enseignant dans le second degré, un petit peu dans le supérieur, et j'essaye autant que possible de faire connaître le monde du libre, en particulier de Framasoft. J'essaye de dégoogliser l'utilisation, des pratiques des étudiants. Et souvent, même quand je leur demande de faire des exposés sur ces sujets-là, ils ont l'impression un peu de découvrir un autre monde que ce qu'ils connaissent depuis toujours. Et une difficulté à laquelle je me heurte en tant qu'enseignant, c'est d'essayer finalement de leur faire pratiquer des logiciels auxquels on n'a pas forcément accès. Je pense par exemple à Framaspace. Je me dis, moi j'aimerais bien pouvoir faire sur un groupe d'étudiants un travail de gestion autour de ces différents outils, leur faire découvrir peut-être un logiciel libre de gestion qui est utilisé dans des CAE. Et moi, dans ce cas-là, je ne sais pas trop comment faire. Parce que finalement, quand on forme des étudiants, par exemple, je pense alors c'est pas mon cas, mais en BTS comptabilité, on dit bah voilà, on va utiliser des logiciels privés parce que dans les entreprises dans lesquelles ils vont aller, ils vont avoir des logiciels privés, donc il faut les faire travailler là-dessus. Alors qu'ils pourraient très bien aussi aller travailler, et je leur souhaite d'aller travailler dans une SCOP, d'aller travailler dans des sociétés coopératives où il y a d'autres outils qui vont leur être proposés. Et je me dis que c'est peut-être un peu dommage. Enfin, je sais pas si c'est dommage, mais en tout cas, je ne sais pas comment on pourrait faire pour arriver à leur faire manipuler ces autres outils, de faire de l'enseignement autrement avec ces autres outils, sachant les difficultés qu'on a dans l'éducation nationale à se sortir aussi des GAFAM. Pour avoir enseigné un temps à Lyon 2, je me souviens avoir utilisé des outils Microsoft et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu ces difficultés-là. Je ne sais pas si c'est une question que je vous pose, mais c'est un problème auquel je suis confronté pour faire découvrir ces outils auprès des étudiants. Alors, quand même, du coup, la plupart des logiciels libres, il y a des sites qui explicitent ce qu'ils sont, et très souvent, il y a la possibilité de faire des usages de démos, ou même de contacter les développeurs et potentiellement de voir comment faire une install sur un serveur de test. Donc ça se fait. Pour ce qui concerne les outils Framasoft, spécifiquement Framaspace, qui effectivement n'est pas ouvert, voilà. Il suffit de nous envoyer un petit mail. En fait, il y a déjà plein d'étudiants en fait, qui travaillent sur Framaspace dans différentes structures, donc il n'y a pas de souci. C'est un cas spécifique d'étude. Du coup, en nous contactant et en nous expliquant le concept, le contexte dans lequel vous voulez, nous, on vous fournira un espace Framaspace de test que vous pourrez utiliser sans problème. Bien compléter un petit peu. Il y a aussi le fait que du point de vue des différentes autorités dans lesquelles on peut être dans l'enseignement, il y a des outils qui existent. Je rappelle que pour l'éducation nationale, il y a un site sur lequel il faut absolument aller qui s'appelle apps.education.fr, sur lequel il y a un tube notamment qui permet à tous les enseignants et personnels de l'éducation nationale de déposer des vidéos dans le cadre et qui vont être partagées avec un Peertube, que vous avez un Nextcloud qui est accessible dessus. Donc on a ces outils-là, et puis aussi que ça fait partie des choses qu'il faut revendiquer auprès de CDSI, etc. Et nous, sur l'Université Lyon 2, c'est clair que quand on crée la licence pro Colibre, c'est une licence où on fait de la communication qu'avec du logiciel libre, on a réussi à avoir une salle sur laquelle on a 24 ordinateurs qui sont sous Linux. Et qu'à partir de là, on a pu déployer ça. On a réussi aussi, de fait, à demander à ce que sur l'ensemble des postes de l'université, quand il y a une image de déploiement qui est faite, de lister l'ensemble des logiciels qui devraient se trouver sur chacune des machines, que ce soit LibreOffice, que ce soit Firefox, etc., qu'ils y soient systématiquement. Et nous, d'être aussi dans une logique de l'illustrer. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et je dirais que cette idée qu'on ait une salle informatique sous Linux, grâce à Windows 11, ça nous a permis d'avoir 2 autres salles sous Linux, parce qu'il y a des machines qui étaient déclassées et on a pu les passer sous Linux. Merci pour vos présentations. C'était très intéressant. J'ai une première question bête, c'est vous avez beaucoup parlé de dégoogliser. Est-ce que ça ne concerne pas Microsoft également? Est-ce qu'en dégooglisant, il s'agit aussi de démicrosoftiser? C'est juste pour comprendre. Et à ce sujet, si j'ai bien compris, la mairie de Lyon est en train de démicrosoftiser en basculant ces solutions de type Office sur autre chose. Et j'ai une autre question autour des collectifs
de développeurs, alors je n'ai pas forcément les bons termes pour ça, qui construisent le commun monétaire. Le commun, excusez-moi, c'est une déformation. Le commun, numérique, voilà. Ce que vous avez présenté dans plusieurs cas, le cas de Grap, de Tong en particulier, ce sont des communs un peu chauds, c'est-à-dire que vous avez dit explicitement que les gens se connaissent et qu'il est important qu'ils se connaissent. L'image d'Épinal, si je puis dire, que j'avais de ce type de commun, c'est qu'on était plutôt sur des logiques de collaboration à distance entre pseudonymes sur des collectifs qui ne se connaissent pas de visu. Donc, est-ce qu'il y a une différence de nature entre ces deux types de fonctionnement, ou est-ce que c'est simplement deux applications différentes d'une même logique? Merci. Alors, sur Google, Microsoft, etc., qu'est-ce qui veut répondre? Effectivement, du coup, le terme dégooglisez Internet et donc la campagne qu'on a lancée en 2014 qui s'appelait Dégooglisons Internet, en fait, elle propose des alternatives à tous les services, enfin à une partie des services des géants du web, et elle ne se limite pas à Google. C'est juste que dégafamiser, déjà à l'époque, personne ne disait GAFAM en 2014, donc on n'avait pas du tout cet acronyme. Et donc il fallait qu'on trouve une cible. Et en plus, c'était 2014, et historiquement, ce qui s'était passé, c'est quand même qu'en 2013, il y avait les révélations d'Edward Snowden qui étaient sorties, où on s'était rendu compte que du coup, les services de renseignement américains utilisaient récupérer un maximum de données chez ces géants du numérique, dont Google avait une part non négligeable en fait dans la transmission de données personnelles à ce moment-là. Donc il y avait quand même Google comme étant une cible principale à ce niveau-là. Mais pour autant, notre discours, nous, c'est vraiment changer ces pratiques pour ne plus utiliser les services des géants du numérique. C'est vraiment l'empire monopolistique de ces géants. Ce n'est pas du tout propre à Google. C'est plus simple en termes de com d'utiliser ce terme-là. Sur la partie communauté de développement, en fait, il y a plusieurs façons. En fait, ce que disait Vincent dans son introduction, c'est qu'en fait, un outil libre, en fait, il naît de tellement de façons différentes. C'est-à-dire que des fois, c'est un Gugus tout seul qui a envie de faire un truc. Voilà. Et puis, il y a peut-être 2 autres personnes qui vont le rejoindre. Et des fois, c'est des communautés beaucoup plus déjà installées, en fait, qui vont avoir un besoin. Et donc, on va être à des niveaux aussi professionnels très différents. Il n'y a pas vraiment de règles. Le principe, dans la création, en tout cas, d'un commun numérique, c'est effectivement qu'il y ait des personnes qui, à un moment, aient le même objectif commun et qu'elles mettent en œuvre la réalisation de cet objectif, en fait, en part de développement, j'entends. Voilà. Mais du coup, ça peut être des entreprises avec des gens qui sont bénévoles. Enfin, voilà. Chez Framasoft, par exemple, nous, on développe un commun qui s'appelle PeerTube, qui est donc un logiciel qui permet de mettre en place des plateformes de diffusion vidéo. Et très clairement, bien sûr, nous, on est, comme disait Vincent, le dictateur bienveillant de PeerTube, c'est-à-dire que c'est nous qui avons développé la majeure partie du code, parce qu'on met de l'argent, hein, tout simplement, on met un salarié à temps plein sur le développement de ce code. Pour autant, on a une communauté de personnes qui vont proposer des améliorations de ce code, proposer des nouvelles fonctionnalités pour ce code. Et ces personnes, elles sont de plusieurs types. Soit ça va être des institutions. Je pense par exemple quand l'éducation nationale nous demande de mettre en place un dispositif technique qui va leur servir justement pour apps.education.fr. Et ben, du coup, là, ça va être une institution. Et du coup, on va travailler avec eux sur le code pour le développement de cette fonctionnalité à l'intérieur de ce logiciel. Mais ça peut être quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, va nous dire « tiens, moi, j'ai besoin de ça ». Et ça va nous sembler pertinent et on va le développer aussi pour là. Donc en fait, la communauté, elle peut vraiment être de nombreuses formes différentes. Il n'y a pas de modèle, entre guillemets. Ce qui est important, c'est que le pouvoir ne soit pas détenu uniquement par un individu ou une organisation. Pour donner un exemple concret chez nous de ce que tu viens de dire, nous, on est donc sortis de Google et la moitié de l'équipe est sous Microsoft, l'autre sur Linux. Il y a des cercles vicieux de... certains de mes collègues utilisent des logiciels propriétaires qui ne fonctionnent que sur Windows, donc on ne peut pas les passer sur Linux. Donc il y a aussi des fois, pour pouvoir se démicrosoftiser, il faut du coup sortir déjà d'un logiciel privateur. Et on ne peut pas tout faire, donc on ne peut pas... Mais oui, nous aussi, c'était plutôt dégafamisation.
Et sur l'autre aspect, le logiciel nous qu'on développe en interne Odoo, il y a une association qui gère le code libre et on s'est réunis une fois par an. Donc il y a ce côté chaud où on se connaît un petit peu, mais il y a aussi beaucoup de pseudos avec qui on travaille que jamais je rencontrerai. Donc c'est entre les deux. La beauté de ce type d'action, c'est qu'elle peut s'imaginer à différentes échelles. Nous, quand on a fait évoluer la façon de fonctionner dans Tong, voilà, par rapport à au début où c'était pas tout à fait satisfaisant, on s'est par exemple inspiré de la manière dont est géré au niveau mondial le langage Rust, donc qui est un truc qui se fait à une échelle qui n'a rien à voir avec la nôtre. Pour autant, alors là, moi, je ne peux pas en parler en tant que fondateur, parce que je n'étais pas là à l'origine, mais les personnes qui étaient à l'origine du collectif Tong, elles se connaissaient. Et donc, elles sont parties de cette interconnaissance-là. Maintenant, le collectif s'est agrandi à toute la France, donc c'est quelque chose qui se passe quand même essentiellement en visio et sur Mattermost en termes d'échange sur une messagerie instantanée. Mais en soi, voilà, une fois de temps en temps, il y a des tentatives de se retrouver dans un lieu. Il est resté cette petite chose de l'origine de c'est bien de se croiser de temps en temps. Voilà. Et de toute façon, ces personnes-là se croisent dans des cercles de CAE à certains moments, même si, par exemple, nous, les producteurs de logiciels, on n'y est pas forcément. J'avais envie d'en entendre plus sur la question de l'autonomie dans les processus de travail, parce que du coup Stéphane disait que les logiciels influent sur nos processus de travail et que adopter des logiciels libres, ça nous permet de retrouver plus d'autonomie. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ça et des exemples à la fois dans les logiciels privateurs, qu'est-ce qui influe sur les processus de travail, mais aussi les logiciels libres, qu'est-ce qui permettent de retrouver comme autonomie, pour illustrer un peu ce point-là, s'il vous plaît? La première question sur les méthodes de travail, je pense que tous les logiciels qu'on impose à une organisation, que ce soit une association, une entreprise, des bénévoles ou quoi, à partir du moment où il y a des personnes qui vont imposer un fonctionnement avec un logiciel à utiliser à partir de maintenant pour tout centraliser ou pour tout un tas de bonnes raisons, on va forcément imposer une méthodologie de travail, que ce soit un logiciel libre ou pas. Donc il y aura forcément des inconvénients. Les quelques avantages qu'on peut avoir entre guillemets sur le logiciel libre, c'est que pour les utilisateurs, c'est plus facile d'en sortir, pour les utilisateurs et les organisations, parce que le code est ouvert et généralement il y a plus de possibilités, même si ce n'est pas toujours le cas, mais en règle générale, je trouve, d'exporter les données et de les importer dans un autre logiciel. Donc on a moins de dépendance au logiciel. Par contre, pour moi, je pense que ça impose quand même une grande rigidité, le numérique de manière générale, par les gens qui ont conçu le code, que ce soit... Enfin, si on a fait un logiciel A5, que ce soit nous 5, si on voulait imposer à tout le monde, ou que ce soit un gros logiciel comme Nextcloud qui est pensé par je ne sais pas combien de milliers de personnes et codé par je ne sais pas combien de milliers de personnes, qu'on va imposer. Donc je pense que dans tous les cas, le numérique impose une manière de penser et je vois pas, enfin, je sais pas trop comment faire autrement. Il y a peut-être un bémol, c'est que quand le logiciel est libre, le code du coup est accessible et le code est ce qu'on appelle forkable. Donc vous pouvez créer un fork du code s'il ne vous convient pas, c'est-à-dire que si vos utilisateurs du logiciel vous font remonter des problématiques, soit vous pouvez effectivement faire développer des fonctionnalités qui vont rendre entre guillemets la pratique de ce logiciel plus agréable et plus facile. Ou vous pouvez carrément décider, si le logiciel que vous avez utilisé ne correspond pas exactement, en fait, de prendre ce logiciel, en faire une copie et modifier pour qu'il vous convienne au mieux. Voilà. Donc tout ça, c'est du coup une liberté supplémentaire, en fait, que ce soit le plus adapté. L'autonomie, pour moi, elle est à un autre niveau, c'est que l'autonomie, elle fonctionne que quand on est à l'aise avec les outils numériques et qu'aujourd'hui, la grosse problématique qui se pose, c'est quand même justement le niveau de culture numérique au sein des entreprises, en fait. Et le fait qu'on a souvent positionné les utilisateurs des outils comme des machines d'enregistrement de process sur des outils, sans jamais leur faire comprendre du coup comment fonctionnait l'outil et pourquoi il fonctionnait comme il fonctionne et à quel point on pouvait le paramétrer ou pas. Voilà. Oui, je prends juste le micro pour dire que j'ai un train à prendre, donc je m'excuse, je vais vous laisser là. Merci d'avoir écouté et puis bonne continuation. Merci Sandy. Moi, je veux bien donner un exemple concret à Grapp. Le fait qu'on ait internalisé l'informatique fait qu'on développe vraiment pour les gens de la coopérative. Moi, un des premiers tafs que j'ai fait en arrivant à Grapp, c'est de passer une journée en épicerie, une deuxième journée pour vraiment comprendre les métiers. Et on se base du coup sur Odoo, qui est un logiciel open core où le centre est libre et après, il y a des gens qui font des choses privateurs autour et nous, on fait des choses encore libres autour. Et du coup, on peut rajouter des petits bouts de code pour aider mes collègues épiciers-épicières ou qui font d'autres métiers. Et
Et typiquement, on peut leur faire gagner beaucoup de temps, et c'est là où du coup, ils peuvent faire des choses un peu plus intéressantes que pointer une facture pour voir est-ce que mon sachet de riz a augmenté de 2 centimes. Et on a pu développer en interne en comprenant où était leur problématique, de fait de dire en fait là tu donnes la facture au logiciel et ça vient voir les différences automatiquement et tu gagnes une demi-heure. Moi, la première journée que j'ai passée dans une épicerie à 3 petits pois à Lyon, j'ai pointé comme ça une facture de 150 lignes et j'ai passé 1 heure et c'était vraiment pas très intéressant. Et alors que c'est le cœur du métier d'être épicier, de savoir quels sont les changements de prix pour gérer sa marge. Et donc le fait que ça soit libre, on peut le modifier selon les usages et faire gagner du temps et donc faire que les gens passent du temps à faire des choses plus intéressantes que ça. On a plein d'autres exemples. Tout ce qu'on développe, nous, c'est en comprenant le métier de mes collègues pour répondre à leurs problématiques. On a une décentrale d'achat, on appelle ça une décentrale d'achat chez nous, pour faire de la logistique en circuit court. On a pu développer en interne un logiciel qui était indemandable si on avait prestarisé le logiciel. Si on payait un logiciel à une entreprise et qu'on disait est-ce que tu peux développer ça, c'est 200 heures, 300 heures de travail. On n'aurait juste pas eu... l'entreprise aurait juste dit non, en fait, ton besoin est trop spécifique. Du coup, là, nous, comme le logiciel est libre, on peut développer en interne des choses très spécifiques et qui sont, du coup, un gain pour toute la coopérative. Au lieu de remplir des tableaux Excel, qui étaient un tableau Excel où chaque ligne crée des bugs, comme tu disais, là, on a fait un truc très résilient et qui fait gagner beaucoup de temps, qui permet d'avoir des produits bio à l'autre bout de la région, en circuit court, et voilà, donc favoriser notre objet. Moi, j'ajouterais qu'un des autres points intéressants, c'est qu'à partir du moment où on utilise un logiciel libre, on gagne en indépendance par rapport aux prestataires. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir travaillé avec le monde des bibliothèques, il y avait quelques solutions propriétaires pour gérer des bibliothèques. C'était le cas à l'Université Lyon 2. On utilisait une solution propriétaire pour gérer la bibliothèque. Mais à partir du moment où le prestataire qui est propriétaire de la licence, lui, ne change ses prix, etc., on est totalement dépendant de lui. Ce qu'a fait l'université, c'est qu'elle s'est alliée avec d'autres universités pour monter un consortium et déployer une solution qui s'appelait Koha. Si aujourd'hui, les gens avec qui on a développé Koha ne veulent plus travailler avec nous, Koha, ça n'appartient pas à ses prestataires. Et donc, on peut basculer vers un autre prestataire qui reprendra cette solution-là. C'est ce qu'on pourrait reprendre par rapport à Nextcloud, etc. Donc, toutes ces solutions qu'on déploie, elles sont indépendantes du prestataire vers lequel on va externaliser si on est amené à externaliser. Et l'autre intérêt, c'est qu'effectivement, depuis qu'on a le logiciel libre, on retrouve une informatique qui se réinternalise à l'intérieur des structures, là où on avait pris l'habitude d'avoir des gens qui poussaient du clic sur du Microsoft, et puis on n'avait plus véritablement d'ingénieurs informatiques à l'intérieur de la structure. Là, on retrouve aussi des gens qui retrouvent de la compétence et de l'utilité de leurs compétences. On va prendre donc la dernière question. Monsieur. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un point qui, à mon sens, n'a pas été abordé, alors peut-être par manque de temps aussi, mais c'est l'aspect libre ne veut pas dire gratuit. Et voilà, si quelqu'un pouvait un petit peu éclaircir ce point. Merci. Pour moi, c'est tellement évident là, de ce qu'on a dit. En fait, Quentin, il est payé pour développer les petits bouts de Odoo adaptés à l'épicerie. Du coup, donc derrière, forcément, il y a des gens à payer, en fait. Voilà. Sauf si on considère qu'on va reposer sur une population bénévole qui, du coup, c'est ton cas, Cyprien, toi, pour le coup, tu es bénévole au sein de ton asso et donc tu gères les services numériques de manière bénévole. Mais de façon globale, il y a un coût humain. Donc peut-être, d'ailleurs, Cyprien, il utilise aussi un logiciel qui s'appelle Bénéva Libre, qui est là pour valoriser le bénévolat, qui est aussi un logiciel libre qui a été créé comme un commun, typiquement. Donc ça pourrait aussi être ça. Mais dans tous les cas, oui, bien sûr, le libre ne veut pas dire gratuit, c'est-à-dire qu'il y a toujours un modèle économique derrière n'importe quel outil libre. Chez Framasoft, notre modèle économique, nous, c'est le don. Au GRAB, j'imagine que c'est les cotisations des sociétaires qui, du coup, alimentent le pot commun et qui font que ça paye les salariés. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous sur Tongue, mais c'est peut-être le même modèle. C'est chaque CAE qui utilise l'outil, qui fait partie de la communauté autour de l'outil, qui, du coup, va cotiser pour que ça fonctionne. Donc, bien sûr, voilà, derrière, c'est effectivement pas du tout gratuit, mais le logiciel, à savoir son code, voilà, lui, en l'occurrence, il est en accès gratuit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien coûté, en fait, plutôt dans ce sens-là.
On va conclure provisoirement donc, cette soirée sur numérique et ESS, puisque vous avez bien compris, c'est un sujet chaud pour l'avenir de nos structures, de nos réseaux. On a vraiment pas mal de choses à faire sur ce sujet. On espère que cette soirée a contribué à la connaissance et peut-être à des idées futures d'appropriation de ces outils dans les structures de l'ESS. En tout cas, vous avez vu que ça a été filmé, donc la conférence sera en ligne sur le site de la chaire ESS. On a le projet éventuellement de publier un carnet de la chaire ESS sur ce sujet-là, donc pour continuer à documenter et à diffuser cette connaissance. Et voilà, merci de votre participation. Du coup, on aura un prochain mardi de l'ESS le 21 janvier sur la question des nouvelles protections, notamment autour des questions de l'alimentation. Je ne sais plus où c'est qui va se dérouler. Au Palais du Travail. Oui. Donc voilà, c'est le prochain rendez-vous. Et puis avec Isabelle et Fanny, on est content d'avoir travaillé là-dessus, d'avoir préparé ça. Et on vous invite maintenant à partager un petit temps convivial et à continuer les discussions.